10h31 sur Public Sénat. Bonjour et bienvenue à tous. Comment expliquer le casse spectaculaire du musée du Louvre 2 mois après les faits? Beaucoup de questions restent en suspens et l'heure des comptes est peut-être enfin arrivée ici au Sénat. Ce matin, la commission de la culture du Sénat dévoile les conclusions de l'enquête administrative lancée par le ministère immédiatement après le cambriolage. L'audition vient tout juste de débuter. On file en audition et puis on en reparle juste après. Et les recommandations de cette enquête administrative qui ont été rendues le 5 novembre à la ministre de la Culture. Même si quelques-unes de ces conclusions ont pu se retrouver dans la presse, ce rapport n'a pas été rendu public à ce jour. Il a cependant été transmis au président des commissions compétentes des deux assemblées et j'ai souhaité, compte tenu du contenu de ce rapport, qu'une présentation soit faite. Je précise que ce rapport a pu être consulté par les membres de notre commission dans des conditions qui ont fait que le document n'a pas pu sortir. Les conclusions de ces travaux sont d'une grande sévérité et d'une certaine manière implacable. À rebours des éléments avancés devant notre commission par la présidente directrice du Louvre, elle pointe la défaillance générale du musée comme de sa tutelle dans la prise en compte des enjeux de sûreté. La présidente du Louvre avait précisé ici même que le cambriolage était un échec, mais à la lecture du rapport, il apparaît clairement que ce n'est pas un échec fortuit, qui n'est pas dû à l'accumulation d'un manque de chance, mais bien à des décisions qui n'ont pas été prises pour assurer la sécurité. Cette défaillance intervient à 3 niveaux. Sur le plan stratégique, tout d'abord, avec une priorisation des missions d'accueil et de médiation culturelle par rapport à la sûreté. Sur le plan de la gouvernance, ensuite, l'articulation entre les différentes instances chargées des questions de sûreté apparaissant floue et insuffisamment formalisée. Sur le plan technique, enfin, du fait de l'obsolescence des équipements du musée, ce dernier point ayant concentré les explications avancées jusqu'à ce jour par l'équipe dirigeante, évoquant notamment une dilution des responsabilités, une dérive doctrinale profonde, je cite, et une inversion des priorités. Le rapport appelle à rien de moins qu'une refondation de la politique de sûreté du musée. Il souligne également que ces failles de sécurité avaient toutes été identifiées par plusieurs travaux antérieurs, aux résultats largement concordants. Sont notamment annexés au rapport un audit de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice réalisé en 2017, ainsi qu'un audit réalisé par le joaillier Van Cleef & Arpels en 2019, audit qui portait plus spécifiquement sur la galerie d'Apollon, dans le cadre d'un mécénat de compétences techniques. En raison notamment d'une perte de mémoire, c'est le terme que vous utilisez, résultant de la structuration de ces services ainsi que des conditions de la passation entre les équipes dirigeantes en 2021, le musée ne s'est cependant pas saisi de ces conclusions, rétrospectivement accablantes pour l'établissement au regard du cambriolage survenu début octobre. Alors qu'une poignée de secondes seulement, je crois que vous chiffrez même à 30 secondes, alors qu'une poignée de secondes seulement a séparé la fuite des cambrioleurs de l'arrivée des forces de l'ordre, il est vertigineux d'imaginer que la mise en œuvre de quelques-unes seulement de ces recommandations aurait suffi à mettre les voleurs en échec. Il nous est donc particulièrement précieux de pouvoir recueillir aujourd'hui vos éclairages sur l'ensemble de ces points. Messieurs, je vais à présent vous donner la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes qui vous permettra de nous exposer les principales conclusions et recommandations de vos travaux. Les membres de la commission, ensuite, vous feront bien sûr part de leur interrogation et c'est notre rapporteur budgétaire, Sabine Derisler, qui commencera par une première série de questions. Je vais donner la parole à Monsieur Corbin pour une intervention liminaire et puis bien sûr Monsieur Migneret interviendra également. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Nous allons en effet, avec Pascal Migneret, vous présenter les conclusions de cette mission qui était composée de 7 inspectrices, inspecteurs généraux, dont les 2 représentants de la DIRI. Et elle a auditionné en très peu de temps, donc nous avons travaillé sur 2 semaines, ce qui est important en termes de
comment dire, presque d'emballement du temps. Et on a auditionné environ 70 personnes. Peut-être le premier point à noter, au-delà de la stupeur et de la situation de choc qui a été vécue par les agents qui sont les habitants du Louvre, la mission tient à saluer le très grand engagement de tous les agents, qu'elle a pu en rencontrer, quel que soit leur rôle ou leur statut hiérarchique. Néanmoins, vous l'avez évoqué, nous avons connu quelques difficultés pour recevoir des informations. Visiblement, ça n'est pas lié à une mauvaise volonté. Je salue là encore le travail fait par l'équipe dirigeante pour le plus rapidement possible nous transmettre les éléments. Mais une grande difficulté pour les équipes de récupérer toutes les informations, retracer l'histoire, ce qui marque effectivement un manque de mémoire et des difficultés dans la transmission des informations sensibles au sein de l'établissement. Le rapport, vous l'avez dit, a été remis à la ministre de la Culture le 5 novembre dernier. Il y a donc un petit peu plus d'un mois. Depuis cette date, le Louvre n'est pas resté inerte. Sa direction et sa présidente ont engagé d'importants éléments. Ce n'est pas à moi de les évoquer, mais je veux qu'on se resitue bien dans le temps. Nous arrivons à échéance au 5 novembre 2025. En quelques minutes, je vais revenir avec vous sur les principaux éléments afin de répondre à vos questions. Juste un point pour commencer. Le Louvre, pour situer là où nous sommes, 2200 agents, 500 000 œuvres, dont 30 000 œuvres qui sont exposées, 37 hectares à la responsabilité de cette équipe, 244 000 mètres carrés, dont 70 000 mètres carrés d'exposition, plus de 9 millions de visiteurs en 2023, enfin près de 9 millions de visiteurs en 2023, c'est-à-dire à peu près pas loin de 30 000 visiteurs par jour. C'est une ville, en quelque sorte, et ce n'est pas une petite ville. Pour revenir au 19 octobre, l'analyse chronologique des événements survenus entre 9h30 pour l'arrivée, et puis 9h34 et 9h38 pour le temps vraiment du cambriolage, montre que les consignes ont été bien appliquées. Les dispositifs d'alarme, qu'il s'agisse des fenêtres ou des vitrines, ont bien fonctionné et avec une bonne réactivité. Les agents, et on resalue leur travail, ont fait ce qu'ils devaient faire pour mettre à l'abri les publics qui se trouvaient là. Et donc, de ce côté-là, il n'y a pas eu de difficulté. En revanche, il y a effectivement un certain nombre de dysfonctionnements. Tout d'abord, une insuffisance et une vétusté du dispositif de vidéoprotection extérieure. Le nombre total des caméras extérieures est très insuffisant. Là encore, je sais que ça fait partie des préconisations et que la présidente s'est engagée sur une augmentation. Sur les 2 caméras à proximité des faits, seule une était en activité, mais elle l'était suffisamment, bien que de qualité médiocre, pour permettre de voir la préparation ou les préparatifs du cambriolage. Le deuxième point, c'est l'insuffisance des protections mécaniques des ouvrants périphériques. Pour être très simple, la porte-fenêtre de la galerie d'Apollon qui donne sur le quai est mal sécurisée et l'est depuis 2003, où il y a eu des travaux. Le dispositif de verrouillage électromagnétique a été remplacé en 2022, mais le renforcement mécanique ne s'est pas fait. Par ailleurs, le temps de résistance du verre de la fenêtre est extrêmement faible. Ça fait partie, vous l'avez dit, des préconisations qu'on a pu voir dans l'audit Van Cleef & Arpels de 2019. Il dessine d'ailleurs avec une surprenante précision les fragilités de la galerie d'Apollon, mais il n'a pas été, et c'est qui nous a été dit, pour des raisons monuments historiques, et pas aussi le fait qu'on était sur une issue pompier, possible de remédier à cette fragilité. Une insuffisance dans la coordination et la diffusion de l'alerte, c'est là un point extrêmement important. Si on revient sur le début de mon propos, on est dans une ville, la coordination des interventions, la multiplicité des intervenants est extrêmement importante. Par exemple, les images de la caméra sont reportées au PC central et au PC de zone, mais ils n'y sont pas regardés en direct. Et un agent du PC va activer un zoom de la caméra à 9h38 et 58 secondes, agrandir l'image, mais il est alors trop tard puisque les voleurs ont quitté la galerie d'Apollon. Cette problématique de l'insuffisance d'écran pour regarder toutes les caméras est pointée dans un audit d'août 2025 sur du service opérationnel et de prévention situationnelle, le PSOPS, qui est rattaché à la préfecture de police, qui indique que les écrans sont en nombre insuffisant au regard du parc de caméras. Le PCC apparaît sous-dimensionné pour faire face à une crise majeure
qui nécessiterait une centralisation de l'ensemble des équipements. Nous en sommes là, dans ce cadre-là. Là encore, dans les échanges que nous avons eus avec la présidence, ça fait partie, le PC central est dans la vraiment priorité dès début 26 de ce qui devra être, d'insuffisance auquel il sera remédié. L'intervention, et on peut la saluer, des agents de la société privée Securitas qui a une sous-traitance sur les abords du musée, accompagné des agents d'intervention du Louvre sur le quai François Mitterrand, a permis d'éviter le pire, c'est-à-dire la destruction avec un incendie des traces. Et je pense qu'on peut se féliciter de ces interventions qui ont probablement sauvé ces traces, qui ont permis d'arrêter autant de malfaiteurs que ceux qui ont été arrêtés. Vous le disiez, Monsieur le Président, à 30 secondes près, les agents de Securitas ou les policiers à bord de la voiture auraient pu empêcher la fuite des voleurs. Pour ces 30 précieuses secondes, il aurait suffi, et c'est toujours un peu facile de le dire après, mais on reprend l'ensemble du déroulé, le signalement un peu plus rapide par les agents du PC s'ils avaient pu voir la caméra plus tôt, un temps de résistance à l'effraction de la fenêtre supérieur à celui qui a été constaté, une information aussi, et ça c'est important, plus précise, donnée aux agents de Securitas et à la police sur la localisation de l'effraction. C'est-à-dire que les agents ont dit il y a une tentative vol, intrusion, galerie d'Apollon, mais sans dire par où ça venait. Ce qui fait que les voitures de police sont plutôt allées vers vers le carrousel et il aura fallu faire de demi-tour. Plus largement, on a une absence de coordination, une insuffisance de coordination, parce que le terme absence est trop fort, et de transmission des informations au sein d'établissements, j'y reviendrai, mais lors d'un changement de gouvernance, il apparaît clairement que ça n'a pas été suffisant. Il y a eu quelques échanges entre l'ancien président et la nouvelle présidente, probablement pas suffisamment entre les équipes, et c'est ce qui fait probablement que les deux audits qui sont si souvent évoqués, parce que si importants, l'audit de Van Cleef & Arpels et l'audit de 2017, n'étaient pas connus de l'actuelle équipe dirigeante du Louvre. Si on reprend cet audit de 2017, les extraits que je vais vous proposer montrent bien que la problématique de l'émiettement, de la coordination n'était pas là. L'établissement n'a pas intégré un véritable management de la sûreté et surtout, le PML ne peut plus ignorer faire potentiellement l'objet d'une atteinte dont les conséquences pourraient se révéler dramatiques, ce qui est arrivé. Alors, outre les dysfonctionnements que j'ai évoqués, plusieurs enseignements peuvent être tirés. Tout d'abord, le risque de vol à l'intérieur du musée a été sous-estimé. Dans la cartographie des risques de l'établissement, le risque intrusion-vol est coté à un maximum de 12 sur 64, c'est-à-dire sur une cartographie des risques, on est en zone verte. On n'est pas du tout en zone ni d'importance ni d'alerte. Deuxièmement, le vol a mis au jour les carences en matière de doctrine, de formation, de procédures de sûreté, sur la nécessité d'une refonte de la doctrine de sûreté, au-delà des missions d'accueil et de médiation confiées aux agents, il convient vraiment de travailler cette question par de la formation. Les formations vol ont représenté, dans le cadre des formations organisées par la DRH, pas plus de 4% en 2024. Et dans un des courriers adressés à la présidente juste après le cambriolage, il est évoqué que le scénario du 19 octobre n'a pas été envisagé. Donc on est là vraiment sur la nécessité de revoir les choses. Troisièmement, ont été relevées les insuffisances et la vétusté des équipements, en particulier la protection périmétrique, je ne vais pas y revenir, mais l'insuffisance de caméras ou leur obsolescence. Face au dysfonctionnement, la mission estime nécessaire de mettre en place 4 séries de mesures afin de renforcer la sûreté des œuvres du musée. Tout d'abord, la nécessité de réévaluer le risque de vol à l'intérieur du musée. Il faut, et il est important de compléter et d'actualiser les audits de sûreté réalisés en 2017, en 2018, mais il y en a eu un en 2023 sur les intrusions voitures béliers et un que je venais d'évoquer tout à l'heure du SOPS sur globalement la sûreté interne. Il y a un véritable travail qui doit permettre de mailler les choses vers une refonte de la cartographie des risques. Et une cartographie des risques n'est pas un objet je dirais mort qu'on met là, mais c'est un outil, et c'est un outil qui, derrière, doit conduire à des fiches d'action et à des process mis en œuvre par la direction de l'établissement.
Il est important de renforcer l'efficacité de la stratégie de surveillance à travers, je l'évoquais, un plan de formation exceptionnel, mais aussi par la création d'une fonction spécifique rattachée à la présidence et disposant d'une autorité fonctionnelle sur l'ensemble des services. Là encore, la présidente a répondu positivement à cette recommandation, puisqu'une fiche de poste a déjà été publiée afin assez rapidement de pouvoir recruter quelqu'un. Troisième point, mettre à niveau les équipements. Et là, c'est la question du schéma directeur des équipements de sûreté qui a été initié en 2017 et qui devra être entré en réalisation à partir de 2026, ce qui fait une assez longue période. Et il est vraiment indispensable de reprioriser ce schéma directeur au regard des événements du 19 octobre, dans l'attente de son déploiement, prévoir la mise en œuvre de mesures compensatoires d'urgence autour notamment du bâtiment. Et le dernier point, c'est la nécessité de renforcer, mais assez structurellement, les relations entre le musée et son ministère de tutelle. C'est la question de la gouvernance et de la tutelle. Et ça vaut pour le Louvre, mais ça vaut aussi pour beaucoup d'établissements publics. Le ministère de la Culture se caractérise par l'importance de ses opérateurs. Les outils qui sont le contrat d'objectif, la lettre de mission, évidemment, la préparation des conseils d'administration sont des outils qui doivent être des outils vivants. On est au moment où le Louvre va travailler et va finaliser un contrat d'objectif. Ce contrat d'objectif était déjà très bien avancé. Il n'est pas envisageable, selon la mission, que la question de la sûreté ne soit pas un des éléments qui amène à refonder un peu ce contrat d'objectif pour être réellement pris au sérieux. Voilà comment nous voyons les choses. Il est important aussi qu'un point d'information régulier au sein de toutes les instances puisse être fait. La sûreté est une priorité majeure. Elle doit être visible, présente, et les acteurs qui sont si importants, si nombreux au Louvre, doivent, dans leur organisation matricielle, notamment avec la refondation d'un comité de sûreté qui serait présidé par la personne en charge de ce poste, pourrait tout à fait être utile. Et puis évidemment, un point indispensable, ça fait partie de nos recommandations, lors de la passation, il n'est pas envisageable, comment dire les choses, il n'y a pas une personne qui dirige un établissement puis ensuite une autre. Il y a un établissement multiséculaire qui est le musée du Louvre, qui est un palais de France, et la personne qui le quitte a un devoir de transmission de tout ce qu'elle a pu y faire, notamment de plus sensible pour la personne qui arrive. Les équipes doivent vraiment travailler ensemble, et il est dans nos préconisations, il est préconisé de réfléchir avec les établissements, avec le secrétariat général du ministère, le secrétaire général étant, je le rappelle, aux fonctionnaires de défense et de sécurité, de réfléchir aux modalités de cette transmission afin de les normer un petit peu. Voilà en 10 minutes ce que je pouvais vous dire, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Corbin. On va bien sûr revenir à travers les questions sur ces différents éléments que vous nous avez présentés. Juste une question pour faire un petit bilan des audits. Vous nous confirmez bien, c'est en annexe du rapport, qu'il y a eu 2 audits principaux, celui de 2017 à la demande de la direction du Louvre, qui est un audit général de sécurité, celui de 2019, qui est un audit fait par Van Cleef & Arpels spécifiquement sur la galerie d'Apollon, et il y en a eu 2 autres par la suite, 2023-2025, fait par la préfecture de police, l'un sur les véhicules béliers, l'autre sur la sécurité de nuit. J'ajoute un en 2015 sur l'informatique, sur l'ensemble des... Il a été aussi pas mal évoqué. Et vous nous confirmez bien que la direction du Louvre, à savoir l'administrateur général et son adjoint, au moment où vous avez réalisé la mission, n'avaient pas connaissance de l'audit de 2017 et de celui de 2019. Qui vous les a remis alors ? Je pense que ce qui s'est passé, Madame Descartes a demandé à ses équipes de tout rechercher, et il y a eu à ce moment-là une découverte de ces documents, un échange avec le cabinet pour Van Cleef & Arpels, et c'est à ce moment-là qu'il m'a été transmis par le Louvre. Pour ce qui concerne l'audit de 2017, il m'a été remis par Jean-Luc Martinez lors d'une audition. J'ai alors à ce moment-là demandé au Louvre s'ils en avaient connaissance. La réponse a été non, mais ils l'ont ensuite retrouvé dans leurs archives. Précisons que pendant toute cette période est étudié le schéma directeur de sûreté où on imagine
qu'on a dû regarder quels étaient les rapports déjà réalisés sur la sécurité du Louvre. Je vais donner la parole à Monsieur Migneret pour la Missa. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Le vol du Louvre, comme dans l'incendie de Notre-Dame de Paris, constitue un traumatisme pour toute la communauté patrimoniale. Et je voudrais faire une sorte de mise en contexte de ces phénomènes récents qui affectent les musées et les lieux patrimoniaux. Il y a en France 1210 musées qui disposent de l'appellation Musée de France. Ces établissements qui relèvent pour la majorité des collectivités territoriales, il n'y en a que 61 qui appartiennent à l'État, ont à l'égard de leur collection la responsabilité de les conserver, de les enrichir, de les étudier et de les présenter au public. Et c'est là une sorte de paradoxe que celui de souhaiter offrir la plus grande visibilité à ces collections en même temps que d'assurer leur sûreté. Il s'agit de protéger des collections publiques contre les menaces qui sont de plusieurs ordres, l'incendie, l'inondation, la dégradation et le vol, on vient d'en parler. Concernant spécifiquement le vol, chacun s'accorde à dire que la menace ne cesse d'évoluer. Le nombre de faits recensés dans les musées est cependant à peu près constant. On a à peu près 18 faits par an de vol de 2011 à 2024, sans vraiment de fluctuation à la hausse. Ce qui change, c'est le mode opératoire. On est passé d'une méthode douce de vol en période nocturne à des braquages parfois violents avec des armes. Je citerai en novembre 2024 à Paray-le-Monial, au musée du Hieron, l'attaque en plein jour avec armes des éléments précieux de l'œuvre monumentale du joaillier Joseph Chaumet, la Via Vitae. Également en novembre 2024 à Paris, au musée Cognac-G, le vol en plein jour avec des haches et des battes de baseball de tabatières en or et argent incrustées de pierres précieuses. Plus loin de nous, géographiquement, j'évoquerai le vol à la hache survenu en 2019 au musée de la Voûte Verte à Dresde, qui a concerné le vol de 21 bijoux du trésor des rois de Saxe, qui représentent plus de 4300 diamants et autres pierres précieuses. Mais d'autres vols ont été réalisés sur des méthodes plus classiques. En septembre dernier, le vol de 3 céramiques chinoises au musée national Adrien Duboucher à Limoges, ou le même mois, le vol de 6 pépites d'or natif au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, à l'aide notamment fait nouveau d'un chalumeau pour percer une vitrine blindée. En Corrèze, au musée du président Jacques Chirac à Saran, le vol nocturne survenu dans la nuit du 13 au 14 octobre d'un ensemble de montres et de bijoux en métaux précieux. En ce moment, ce sont essentiellement les métaux et les objets précieux qui sont visés, comme on peut le voir dans cette liste que je viens de vous donner. Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler de vol, je voudrais rappeler les actions très médiatisées des activistes du climat qui, durant plusieurs mois, ont tenté d'asperger de soupe ou d'autres produits des chefs-d'œuvre de nos musées. Alors, quelle parade face à tous ces risques ? Tout comme la sécurité incendie, il faut que la sûreté soit en permanence, Noël vient de le dire, au cœur des préoccupations des responsables des musées, précisément parce que la menace évolue. Au lendemain du vol survenu au Louvre, le ministère a écrit aux responsables d'établissements et aux DRAC pour leur rappeler les risques qui pèsent sur ces collections et les préconisations de sécurisation à mettre en œuvre, parmi lesquelles celle de réaliser l'inventaire des objets exposés présentant un risque particulier de vol et de procéder à leur retrait des salles d'exposition si un certain nombre de conditions de sûreté n'étaient pas réunies. Il faut aussi que les personnels des musées soient préparés à identifier les comportements des visiteurs qui pourraient relever d'une action de repérage. Parallèlement, M. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, et Mme Rachida Dati ont écrit au préfet afin de les sensibiliser, de leur demander d'identifier les pièces ou bâtiments à risque sur l'ensemble du territoire national. De même, la MISA a réalisé dans les semaines qui ont suivi ces vols de très nombreux audits de sûreté et conseillé les chefs d'établissement sur les mesures urgentes à mettre en œuvre, notamment d'enlever un certain nombre de ces objets. M. Cambin vient de donner les grandes lignes du rapport de l'enquête administrative et ce qu'on peut constater en reprenant un certain nombre des éléments donnés par Noël à l'instant, une obsolescence des outils périmétriques de détection, une seule caméra fixe à image analogique située sur le quai François Mitterrand dans ce secteur, et un nombre insuffisant de moniteurs permettant de voir les images en temps réel dans le PC central de sécurité. La caméra extérieure a bien filmé l'arrivée des voleurs, l'installation de la nacelle, la montée des 2 voleurs jusqu'au balcon et quelques minutes plus tard, leur retour et leur départ précipité. De même, Noël l'a dit également, un défaut de protection mécanique sur les fenêtres de la galerie d'Apollon. Depuis la fin du 19e siècle, une grille protégeait la fenêtre située au bout de la galerie donnant sur le quai. Cette grille a été supprimée en 2003 au moment de la rénovation de la galerie pour permettre un accès plus rapide aux pompiers en cas de sinistre.
Il me semble nécessaire de rappeler que ni les pompiers ni l'architecte des bâtiments de France n'ont été sollicités pour savoir si cette grille pouvait être laissée en place, contrairement à ce qui a pu être dit. Ni l'ABF également. Oui. En 2018-2019, au moment du remplacement des vitrines des bijoux de la couronne dans la galerie d'Apollon, la question de la grille sera à nouveau posée, mais à nouveau, aucun renforcement n'est intervenu. Seul, Noël l'a dit, le système de verrouillage électromagnétique de la porte-fenêtre a été changé. Il a parfaitement fonctionné. Dès qu'elle a été ouverte, il s'est déclenché. En revanche, il est faux de dire que les vitrines installées en 2018-2019 étaient moins solides que les anciennes. Plus solide que les anciennes, pardon. Le mécanisme de la grande vitrine centrale qui datait des années 50 était obsolète et avait même engendré un accident. L'un des volets mobiles était tombé sur l'un des joyaux, la spinelle côte de Bretagne, qui avait été nécessaire de restaurer. Et une autre fois, un des plateaux portant les bijoux avait basculé pendant la manœuvre des panneaux. Ce mécanisme tombait régulièrement en panne et n'était pas réparable, d'où le changement des vitrines. Le Louvre avait opté pour des verres plus solides que ceux préconisés par l'audit Van Cleef. Et de ce fait, les vitrines ont résisté près de 3 minutes, malgré l'emploi de moyens nouveaux, les disqueuses portatives, qui sont des moyens, les vitres par balle, je parle sous le contrôle de mon collègue Yetu Bena, sont faites pour résister à des coups de masse, de hache ou éventuellement à des tirs d'armes à feu, mais pas forcément à des disqueuses portatives. Ce n'est pas dans les standards des fabricants. Ce qui a manqué, ce n'est pas la sûreté intérieure, c'est la protection extérieure largement insuffisante et les obstacles mécaniques, on vient de le dire, pour retarder les voleurs et les fameuses 30 secondes dont on parlait. À ce manque de protection extérieure, venu s'ajouter l'absence d'obstacles de type borne rétractable ou de poteaux en bordure du trottoir sur le quai. Mais à la décharge de musée, un vaste programme de protection mécanique destiné à prévenir les attentats à la voiture bélier a été progressivement déployé tout autour du Louvre depuis plusieurs années. La dernière opération ayant été la mise en place de bornes rétractables au niveau de la porte des Lions, côté sud. Ces travaux indispensables sont conditionnés par le déploiement du schéma directeur des équipements de sécurité, le SDES. Celui-ci a été présenté la semaine dernière par le Louvre avec un engagement pour une signature des premiers marchés d'ici la fin de l'année 2025. La création d'un fonds sûreté est envisagée à l'instar de ce qui a été fait pour l'ensemble des cathédrales appartenant à l'État après l'incendie de Notre-Dame. Et à la fin du mois de novembre, a été mis en place un groupe de travail piloté par mon service pour faire des recommandations sur l'ensemble de ces problématiques de sûreté que l'on connaît dans les musées ou les établissements patrimoniaux. On a déjà eu 2 réunions, la 3e est le 17 décembre prochain. Ces actions récentes permettent d'être raisonnablement optimiste pour la suite. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame avait révélé la vulnérabilité de nos cathédrales au risque incendie. 6 ans plus tard, une seule de nos cathédrales, celle de Montauban, et pour des raisons externes, est encore fermée au public. Toutes les autres sont en bon état par rapport à ce risque incendie. Gageons qu'il en sera de même pour la sûreté de nos musées dans quelques années. De précision avant de passer la parole à notre rapporteur, la MISA n'a jamais été saisie par le Louvre, en tout cas sur la période 2015-2025. Je confirme que la MISA n'a jamais été saisie par le Louvre. Est-ce que vous pouvez vous autosaisir ? On peut s'autosaisir à la demande du service des musées de France, effectivement. Et ça n'a jamais été fait ? Ça n'a jamais été fait. Vous avez précisé que le SDES, le fameux schéma directeur de sécurité, a été présenté la semaine dernière. La semaine dernière, l'ensemble des services de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, avec ses différents volets pour une mise en œuvre à partir du début de l'année 2026. Il n'avait jamais été présenté avant, alors que les concours, les appels d'offres ont été lancés au début de cette année ? Pas à moi, en tout cas, pas à la MISA, en tout cas. Madame la rapporteure. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci à vous tous pour les éléments que vous venez de nous donner. Donc, pour ma part, je souhaiterais avoir quelques précisions, notamment en ce qui concerne donc les différentes alertes qui ont été faites. Alors, même si vous avez apporté quelques éléments d'explication, le fait que l'équipe dirigeante actuelle n'ait pas eu connaissance des audits qui ont été réalisés
nous interpelle quand même beaucoup. Et la mémoire de ces dossiers devait au moins être portée par quelques personnels. L'absence de transmission s'explique-t-elle par le remplacement en 2021 de tous les agents qui avaient travaillé sur ce dossier ou par une mauvaise politique archivistique? On peut aussi imaginer que ce type de document devait être mobilisé pour la préparation du schéma directeur sur la sûreté, qui a apparemment occupé les équipes à la fois pendant le mandat de M. Martinez et celui de Mme Descartes. Donc, votre avis sur ce sujet. Et lors de nos premières auditions sur le sujet, la question de l'avancement, ou plutôt du non-avancement du schéma directeur des équipements de sûreté a été largement évoquée. Est-ce que vous pouvez nous indiquer précisément si ce document était abouti au moment de la prise de fonction de l'actuelle présidente directrice du musée? Le rapport donc relève que la MISA n'était pas intervenue au Louvre ces dernières années et d'une absence de sollicitation, vous l'avez redit tout à l'heure. Est-ce qu'il est envisagé de faire évoluer les conditions de saisine de la MISA à l'avenir pour assurer une périodicité minimale de contrôle dans les établissements? Le rapport préconise également la création d'une réelle direction de la sûreté au sein du musée du Louvre. Est-ce qu'il faut comprendre que cette problématique n'est pas endossée par la direction de l'accueil du public et de la surveillance, dont la directrice a été entendue par notre commission? Comment envisagez-vous l'articulation entre ces sujets dans l'organigramme du musée, et est-ce que vous pensez que deux directions distinctes doivent cohabiter? Ensuite, l'une des recommandations du rapport porte sur la remise à niveau de la filière des agents d'accueil, de surveillance et de magasinage, dont plus d'un quart seraient soumis à des conditions de travail décrites comme harassantes et voient leur capacité d'action restreinte par des prescriptions médicales. Alors, selon vous, cette remise à niveau doit-elle d'abord passer par la formation et le dialogue, alors que l'augmentation des jours de grève témoigne d'un malaise social important? Faut-il envisager de faire évoluer les recrutements, et comment celui-ci pourrait-il être organisé? Quel est le profil des agents qui sont aujourd'hui recrutés? Faudrait-il envisager d'intégrer davantage de profils experts en sécurité et en sûreté, notamment peut-être des anciens militaires? Les représentants du ministère peuvent-ils nous confirmer que la règle statutaire qui prévoit l'affectation de 20% au moins des recettes de billetterie aux acquisitions sera prochainement revue afin de permettre l'utilisation de ces fonds au profit des équipements de sûreté du musée? Et enfin, ma dernière question, qui porte sur les investissements bâtimentaires. La présidente directrice du Louvre indique que toute réforme d'ampleur de la sûreté du musée rend indispensable d'importants investissements bâtimentaires qui seront notamment portés par le projet Nouvelle Renaissance. Alors, la Cour des comptes estime quant à elle que face à l'impasse budgétaire à laquelle il est confronté, le musée doit aujourd'hui se mettre en situation de hiérarchiser ces projets en privilégiant la remise à niveau des infrastructures techniques. Alors, quelle est votre lecture de ces appréciations qui sont quand même divergentes? Une mise à niveau des procédures conjuguée à une accélération du schéma directeur des équipements de sûreté serait-elle, selon vous, suffisante pour parvenir à un niveau de sûreté satisfaisant? Je vous remercie. Messieurs, je vais vous laisser répondre. Qui commence? Monsieur Corbin. Merci, Madame la rapporteure. On va donc avec à deux voix avec Pascal vous répondre. Premier point, on a été très surpris sur la question de la mémoire. Et moi, je fais souvent ce paradoxe entre un palais multiséculaire et puis une mémoire qui parfois est infra-annuelle. Donc, on a beaucoup échangé avec l'équipe. Il y a un point que je veux lever, il n'y a aucune mauvaise volonté de qui que ce soit. Les gens sont très sérieux, très engagés dans leur travail, il n'y a pas de mauvaise volonté.
il y a eu vraiment la transmission, je crois que cette question du changement de présidence avec un changement d'équipe, puisqu'administrateur général adjoint ont changé aussi. Ensuite, un nouveau directeur de l'architecture du bâtiment. Et puis, ce qu'il y avait, on a beaucoup travaillé. Notre première préconisation, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait un service d'archives au Louvre, parce qu'il y a un réel problème de conservation et des archives. Il y avait, si on a bien compris, une direction du contrôle interne, dont le directeur est parti, je pense, autour des années 2020, je n'ai pas l'année précise, mais en tout état de cause, là encore, c'est lui qui s'occupait avec le contrôle interne de la question de la conservation de la mémoire et des archives. Je pense que n'ayant pas été remplacé, ça a peut-être été plus difficile. De même que sur la question du contrôle interne et du suivi des cartographies des risques, c'est une seule personne qui est rattachée à l'administrateur général qui en a la responsabilité. Donc c'est peut-être, je pense, organisationnellement déjà un vrai problème. L'identification, il y a un poste qui a été créé il y a quelques années sur les archives, il y en a je crois un deuxième, je parle sous le contrôle de mon camarade Bruno Saunier, mais il y a vraiment la nécessité de stabiliser dans l'organigramme une fonction en charge de la transmission, premier point. Et deuxième point, nous le redisons, il est indispensable que sous la responsabilité de la tutelle, SG pour le haut fonctionnaire défense-sécurité et direction générale des patrimoines pour la tutelle, il y ait, lorsqu'un président ou une présidente part, une transmission réellement officielle d'un certain nombre de documents, d'éléments indispensables à la continuité de la conservation de la mission de service public. Sur le schéma directeur, le SDESP, peut-être Guillaume Sellem, quelques éléments, c'est lui qui avait suivi ça avec moi. Oui, en effet, on a été surpris au cours de notre enquête de voir que même s'il y avait une tendance à développer les outils de visibilité que sont les schémas directeurs, on n'a cependant pas tenu de l'urgence qui s'attachait à un certain nombre de questions. Alors, c'est une bonne chose que de développer les schémas directeurs. Ça donne une vision d'ensemble des opérations à mener, quelles qu'elles soient, parce qu'il n'y a pas que la sûreté, la sécurité, incendie, mais il y a aussi la rénovation du palais, la gestion des flux de visiteurs, etc. etc. Ça permet d'avoir une vision assez précise de l'évaluation des besoins financiers et de leur phasage dans le temps. Donc, c'est des outils évidemment très utiles. En revanche, il nous semble que l'élaboration de ces outils ne dispense pas de réaliser les opérations urgentes et même qu'elles ne doivent pas se traduire par un gel de l'ensemble des opérations dans l'attente du déploiement qui nous amène au minimum au-delà de 2033-34 et encore dans les deux projets Louvre Grande Colonnade et Louvre Demain, il y a encore des phases qui ne sont même pas chiffrées ni évaluées précisément, mais qui sont inscrites, notamment tout ce qui est la remise aux normes bioclimatiques qui est évidemment nécessaire. Donc, ce qu'on a constaté, après d'autres, la Cour des comptes l'avait fait aussi, c'est que le déploiement du schéma directeur des équipements de sûreté est très très faible, 4%. Alors même qu'il y avait des failles, des points de vulnérabilité qui avaient été identifiés par plusieurs audits, et il nous semble qu'il fallait les traiter en toute urgence. Je vais passer la parole à Pascal sur la question de la direction de la sûreté. Un point précis sur la règle statutaire des 20%. L'établissement a fait une proposition en ce sens, c'est-à-dire revoir le décret, ce qui semble assez logique dans la mesure où l'augmentation tarifaire très importante qui est faite en ce début d'année 2026 va permettre d'ouvrir des crédits très importants en millions d'euros et il apparaît, en tout cas ça nous semble tout à fait bienvenu que les questions de sûreté soient priorisées sur l'utilisation de ces recettes supplémentaires. Mais je passe la parole à Pascal et à Bruno pour les sujets filière d'accueil et direction de la sûreté.
Alors sur l'utilisation des crédits, je crois que effectivement, je rejoins complètement Noël. Il faut qu'il y ait une priorisation. Le schéma directeur qui nous a été présenté la semaine dernière représente 80 millions d'euros d'investissement. Et il faut effectivement pas attendre la mise en place de l'opération Louvre-Renaissance pour la mise en œuvre. C'est une vraie urgence qui est une remise à niveau de la sûreté au Louvre. Et après, voir par rapport aux règles statutaires des 20% dédiés aux acquisitions dans les musées, voir sur un projet global, un budget global, pardon, qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qu'on doit faire. Et ça sera à voir entre la direction du Louvre et la tutelle, le ministère de la Culture. Sur l'évolution des recrutements, effectivement, le rapport pointe un certain nombre de soucis. Et ce qui me semble important de dire, c'est qu'aujourd'hui, la consigne par rapport aux agents d'accueil, de surveillance et de magasinage, la consigne était, s'il y avait un problème quelconque, était de ne pas intervenir, comme que ce soit comme quand je l'ai rappelé tout à l'heure, pour des activistes du climat qui viennent en souper la Joconde et autres. L'idée, c'est de ne pas interpeller les gens ou les empêcher de faire, mais de mettre des paravents et autres. Donc je pense que là, il y a effectivement peut-être un changement à opérer et qu'une partie de ces agents soit, comme vous le disiez, d'anciens militaires ou en tout cas des agents formés à aller au contact des personnes qui interviennent pour éviter qu'il y ait une survenue de ces faits. Voilà ce que je pourrais dire. Par rapport à la saisine de la MISA, effectivement, dans les premiers éléments au sein de notre groupe de travail, mais qui est très large, c'est un changement complet de paradigme pour nous, comme on l'a fait pour les cathédrales, parce que maintenant, pour les cathédrales, on s'auto-saisit et c'est nous qui déterminons quand est-ce qu'on y va, comment, et on suit pas à pas toutes les recommandations qui ont pu être faites pour qu'elles soient réellement mises en œuvre et qu'on n'ait plus de problème. Peut-être passer la parole à Bruno sur les aspects d'audit et des archives. Juste une petite précision pour compléter le propos de Noël Corbin sur la question de la mémoire et des archives. Précisément sur l'audit Van Cleef & Arpels de 2019. En fait, nous en avons eu connaissance le 23 octobre à la suite de l'audition de mes collègues du département des objets d'art à propos donc des vitrines. Et c'est donc à la suite de cette audition qu'on a demandé à avoir connaissance de cet audit qui a fait un cheminement. Alors, en fait, il était conservé au département des objets d'art du Louvre ainsi qu'au service des archives du musée du Louvre, mais pas dans les autres services. Et il a donc été transmis par la voie officielle, par la présidence à Noël Corbin. Je pense que c'est important d'avoir cette précision, parce que cet audit Van Cleef, qui intéressait à la fois l'intérieur et l'extérieur de la galerie d'Apollon, n'était pas en possession, par exemple, de la direction des bâtiments. C'était les archives et le département des objets d'art qui le conservaient. Je pense que c'est un point important. Et effectivement, sur la conservation des archives, alors il y a eu beaucoup de progrès. Il faut quand même reconnaître cela. Ces 3-4 dernières années, il y a eu tout un programme de mise en place d'un système d'archivage officiel des archives. Il y a quand même, ils ont récupéré ces derniers mois 400 mètres linéaires d'archives. Ils sont 2 archivistes, alors que dans les autres établissements, généralement, c'est plutôt 3. Et donc, il y a un progrès qui est fait. Il y a des formations qui sont faites dans les différents départements, mais il y a un énorme retard à rattraper au Louvre en matière d'archivage. C'est quelque chose d'important. Quelques éléments de précision avant de passer la parole à mes collègues par rapport à ce que vous nous avez dit. D'abord sur le schéma directeur. Vous dites dans le rapport qu'il y a un grand retard pris dans l'élaboration du schéma directeur. Je rappelle qu'il a été identifié comme une des priorités par l'audit rendu début 2017, que rapidement, à l'issue de cet audit, la direction à l'époque du Louvre engage la mise en place d'un schéma directeur. Et comme vous l'avez signalé tout à l'heure, Monsieur Migneret, nous sommes fin 2025. Le schéma vient d'être arrêté avec des premières mises en œuvre. Les marchés ont été, je crois, passés. Une première mise en œuvre 2026, donc près de 9 ans pour arriver au schéma directeur.
vous dites qu'il y a des retards. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les retards? Notamment, il y a une phase que l'actuelle direction du Louvre a mis en évidence, c'est-à-dire que l'état d'avancement du schéma directeur en septembre 2021, enfin fin 2021, au moment de l'arrivée de la nouvelle direction, était jugé insuffisant, notamment sur 3 points, dont la vidéoprotection périmétrique, et puis l'hypervision au niveau du système, là aussi, de vidéo. Deuxième élément, parce que je crois qu'il est important, Monsieur Amselem, vous précisiez que c'est pas parce qu'il n'y a pas de schéma directeur qu'on ne peut pas faire des investissements. Vous donnez des chiffres précis dans votre rapport sur les investissements réalisés depuis 2016-2017. On voit très clairement, mais je vous laisserai bien sûr compléter, qu'il y a une accélération des investissements en matière de sécurité de 2018 jusqu'à 2021, et qu'à partir de 2022 et surtout 2023-2024, il y a une baisse significative du montant des investissements. Je vous apporterai quelques précisions. Et par rapport à vos remarques sur l'audit Van Cleef & Arpels, là aussi pour qu'on comprenne bien, vous nous avez précisé que la direction des objets d'art avait bien connaissance et avait même le rapport, l'audit, et n'en a pas fait part à sa direction depuis 2021, depuis l'arrivée de la nouvelle direction. Aucun personnel de la section des objets d'art n'a rapporté l'existence de... Je vous laisserai répondre. J'apporte une deuxième question. Qu'on comprenne bien, dans l'audit Van Cleef, il y a des préconisations très précises. Un certain nombre de préconisations concernent l'intérieur de la galerie d'Apollon, d'autres concernent l'extérieur. Le rapport Van Cleef & Arpels a été commandé par la direction, le service, vous serez plus précis que moi dans votre réponse, le service qui a la responsabilité de l'intérieur de la galerie d'Apollon. Il a donc mis en œuvre les mesures préconisées. L'autre direction qui a la responsabilité de l'extérieur, pour lequel un certain nombre de préconisations précises avaient été faites, des caméras, un renforcement de la vitre, une mise en place, une barrière infrarouge. L'autre direction n'a mis en place aucune des mesures préconisées par l'audit Van Cleef & Arpels. Je vous laisse répondre. Excusez-moi, merci beaucoup. Sur le schéma directeur et le grand retard, c'est une question qu'on s'est évidemment posée. Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a le changement, évidemment, de présidence. Ce qui nous est dit par, et Guy précisera, mais ce qui nous est dit par Madame Descartes quand elle arrive, c'est que le schéma n'est pas complet quand elle arrive à l'automne 21. Il a déjà pris du retard avec la crise des Gilets jaunes, le Covid. Enfin, on nous a expliqué vraiment que c'était assez complexe. De ce que l'on sait depuis l'arrivée de Madame Descartes, ce que l'on sait, on l'a très précisément dans le document qui est le contrat objectif de performance et le RAP, le rapport annuel de performance, sur les sujets qui sont liés à cette question du schéma directeur, qui fait l'objet d'un numéro 19, d'un indicateur numéro 19 pour le suivi, et qui nous dit en 2022 qu'on avance, la remise de la phase projet dans le cadre des études de MOE, pardon. En 2022, on remet l'avant-projet définitif et en prévisionnel 23, il est prévu de finaliser le dossier de consultation des entreprises et de publier le marché de travaux. Fin 2023, quand on est plutôt en 2024, on nous dit que en 2023, le cahier des charges techniques et le dossier ont été achevés. L'indicateur sur l'état d'avancement du schéma directeur de sûreté vise à s'assurer de la bonne mise aux normes du palais. Et l'avenant au contrat d'objectif 2024 prévoyait en 23 le démarrage des travaux, ce qui n'a pas été fait. Et c'est les propos même de la direction du Louvre, on constate un décalage du lancement des travaux par rapport à la prévision. À la fin 23, les documents de consultation pour l'appel d'offres et les cahiers des charges ont été finalisés, tandis que l'appel d'offres interviendra début 24 pour un lancement des marchés en 2024. Ça n'a pas été le cas, puisqu'en 2025, enfin,
en 2025, quand on a analysé le rapport annuel de performance sur 2024, il est dit qu'il y a un décalage qui tient à des raisons budgétaires et de charges de travail pour les équipes. La publication de l'appel à candidature est repoussée fin 24, avec aujourd'hui un lancement plutôt en 2026. Je ne sais pas si tu peux préciser. Non, mais vous avez raison, Monsieur le Président. Il y a deux phases qu'on peut distinguer. Le lancement du schéma directeur remonte à 2017. Donc, à ce moment-là, on lance une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour élaborer ce schéma directeur. Puis 2 ans plus tard, en 2019, on lance la procédure de maîtrise d'œuvre. On trouve un prestataire auquel on notifie le marché en 2020. Voilà, donc jusque-là, ça avance. Puis en 2022, donc quelques mois après le changement d'équipe de direction, 6 mois, la nouvelle direction considère que le niveau d'ambition en matière de sûreté de ce schéma directeur n'est pas suffisant. Et dit, moi, je veux renforcer effectivement sur un certain nombre de points. Donc, il faut être plus ambitieux sur la surveillance périmétrique. Il faut installer 5 postes de commandement. Il faut déplacer le PC central à proximité de la direction générale. Il faut intégrer les thématiques de cybersécurité. Donc, du coup, on gèle le processus. C'est ce qui explique que, effectivement, les dépenses à ce moment-là s'arrêtent. Et puis, après avoir retravaillé ce document, il est présenté au conseil d'administration fin 23. Donc, il y a 2 ans. Voilà. Et depuis, on n'a pu que constater que, Noël l'a rappelé, hein, que les choses avancent très peu. Mais je redis que ce schéma directeur ne dispensait pas de mettre en œuvre un certain nombre de mesures d'urgence. Voilà, il y a eu plusieurs alertes. Il n'y a pas eu que les audits. Il y a eu, et M. Mignoret l'a rappelé, il y a eu quand même une recrudescence de vols avec des nouveaux modes opératoires extrêmement violents dans plusieurs musées, notamment celui de Cognac-G et le musée de l'Homme quelques mois avant. Et ça n'a, semble-t-il, pas suscité une accélération du processus de mise en œuvre de mesures d'urgence. Pour compléter juste sur cette question, avec votre question sur le tableau globalement des dépenses de sûreté de 2016 à 2025, il est clair qu'on le voit, et vous l'indiquez, en dépenses d'investissement en 20, 21 et 22, on a au total sur la période plus de 10 millions. L'effort est hors schéma directeur, c'est essentiellement, enfin c'est pour beaucoup d'ailleurs, les dépenses de fermeture des Tuileries. Donc il y a un énorme travail qui est fait sur les Tuileries. Et par ailleurs, effectivement, il y a une baisse ensuite, en 23-24. Il y a quand même environ 1 400 000 € qui ont été dépensés. Et le Louvre nous a donné les... C'est-à-dire qu'à chaque occasion, puisqu'on n'est pas dans un schéma directeur, à chaque occasion de restauration d'une salle, d'une galerie, on intervient avec des caméras, des réseaux. Et donc, il y a à chaque fois ce qui accompagne, au total, sur les 2 années, 23-24, 1 400 000 €. Je ne sais pas si tu as plus d'éléments, mais moi, c'est ce que j'ai là-dessus. Par contre, par rapport à ce que vous venez de dire, Monsieur le Président, je ne peux que confirmer le travail en silo des directions au sein du musée qui fait qu'effectivement, le rapport Van Cleef est mis en œuvre à l'intérieur du musée, dans la galerie, avec les nouvelles vitrines, mais que les préconisations sur la périmétrie ne sont pas mises en œuvre, et ce qui aurait malheureusement évité que l'on ait ce cambriolage. Je vais passer la parole à mes collègues, en commençant par Pierre Ouzoulias. On va prendre toutes les questions. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour vos réponses extrêmement franches, extrêmement loyales. Je crois qu'on n'a pas besoin d'une commission d'enquête pour que les fonctionnaires disent tout ce qu'ils savent d'un dossier. Je salue votre loyauté parfaite vis-à-vis de l'institution qui vous salarie. Moi, je voulais poser une question très précise. Le Louvre a d'importantes réserves dans le palais et surtout à l'extérieur. Est-ce que votre mission les a expertisées? Est-ce que vous avez réalisé les mêmes travaux sur ces dépôts? Est-ce qu'on a la certitude qu'ils sont protégés contre l'incendie et le vol de façon absolument rigoureuse? Merci, Monsieur le Président. Colombe Brossel.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure, et merci à vous, messieurs, pour tous les éléments que vous venez de nous apporter et qui permettent, au-delà même de la lecture du rapport, de mieux comprendre l'enchaînement des séquences, on va dire ça comme ça. Évidemment, et vos derniers propos, monsieur, c'était un duo Corbin-Amselem sur le séquençage sur le schéma directeur des équipements de sécurité est éloquent sur les stop and go dans un bon français. Et ça fait apparaître en effet un sujet et d'avancée et de financement. Les chiffres sont de ce point de vue-là vraiment éloquents, passer de 12 millions d'investissements sur la période 2019-2022 à 3 millions sur 2023-2026 est quand même un élément particulièrement interrogeant. J'ai été frappée dans vos propos, sur ce que vous avez appelé la perte de mémoire. Perte de mémoire sur un certain nombre de sujets, sur des mises en œuvre, perte de mémoire sur l'avancée des travaux. Mais je ne peux m'empêcher de penser, et Noël Corbin y a fait allusion dans sa présentation rapide du rapport, au fait que la perte de mémoire, elle est manifestement évidente à l'intérieur du Louvre, mais elle l'est tout autant de la part du ministère de tutelle. Tout ce que vous venez de nous exposer depuis tout à l'heure, que ce soit sur les audits, que ce soit sur les décisions prises ou non, sont des décisions qui, à un moment donné, ont été présentées, soit dans les contrats d'objectifs et de performance, soit au sein du conseil d'administration, soit dans les rapports, soit, j'imagine, à l'occasion d'échanges informels. Et cette absence de mémoire, elle n'est manifestement pas que le fait des équipes du Louvre, dans leur diversité, je mets un S à équipe, mais aussi une perte de mémoire de la part du ministère de la Culture qui exerce la tutelle. Alors, vous dites bien dans le rapport que les moyens affectés au suivi et à l'exercice de cette tutelle sont manifestement pas totalement à la hauteur des enjeux. C'est un seul chargé de mission. Mais du coup, au-delà de préconisations peut-être de nature générale qui sont faites dans le rapport sur le fait que la tutelle exerce son rôle de tutelle, finalement, pardon de le dire aussi simplement, quelle préconisation opérationnelle pouvez-vous faire, quelles recommandations sur le fait que le ministère de la Culture exerce réellement le rôle qui est le sien de tutelle du plus grand musée de notre pays. Et on voit bien à quel point, y compris cette absence de tutelle, cette absence de gouvernance, a été pénalisante pour l'ensemble des équipes du Louvre et de fait, après ce cambriolage, l'ensemble d'entre nous. Agnès Evren. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous pour vos réponses extrêmement claires et sans détour. Je tiens quand même à rappeler qu'aujourd'hui, les Français sont encore meurtris de voir que le plus grand musée du monde a pu être cambriolé aussi facilement qu'une bijouterie en pleine journée, au cœur de Paris, et en quelques minutes, 10 minutes, dit votre rapport. Les cambrioleurs sont arrivés à 9h29 et reparti à 9h39 avec les joyaux de la couronne, qui est une perte inestimable, évidemment, pour notre patrimoine. Et je tiens à saluer la réactivité immédiate de la ministre de tutelle, puisqu'elle a diligenté cette enquête administrative. Le 22 octobre, elle a annoncé une mission parlementaire sur la sécurité des musées. Le 24 octobre, elle a annoncé un fonds de sûreté et enfin, notamment le versement d'1 million d'euros en fin de gestion pour accélérer les mesures à mettre en place. Mais il y a un sujet dont personne ne parle et qui n'a absolument pas encore été établi, c'est la clarification de la chaîne des responsabilités. Et ça, c'est important parce qu'en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a, une forme de concours de la défausse entre les équipes. Chacun se renvoie la balle, comme si en fait ça ne serait la faute de personne, comme s'il n'y avait pas de responsable ni de la sécurité des œuvres,
ni de la sécurité du musée. Alors je vais être très très clair, Monsieur le Président. Je pense qu'au regard de tous les nouveaux éléments, de tous les audits, il y a eu ceux de 2017, ceux de 2019, il y en a eu 5 au total, et de ce rapport accablant, Madame Descartes, présidente du musée du Louvre, aurait dû démissionner ou présenter à nouveau sa démission. C'est une simple question de responsabilité, puisque Madame Dati d'ailleurs avait refusé cette démission qu'elle avait présentée 10 minutes après le cambriolage. Sans doute, ça n'était pas le moment, mais aujourd'hui, face à cette série de défaillances, je pense que cette démission est tout à fait justifiée. Et d'ailleurs, votre enquête administrative le confirme. La sécurité n'était pas à la hauteur du plus grand musée du monde. Un musée qui aujourd'hui aurait une sécurité qui, à mon avis, date plutôt du XXe siècle. Et le constat est accablant. Je rappelle les termes de votre rapport administratif, de cette enquête administrative. Insuffisance et vétusté des équipements, en particulier de la protection périmétrique de l'ensemble du musée, carence en matière de doctrine, de formation et de procédures de sûreté inadaptées aux nouveaux modes opératoires, sécurisation limitée des vitrines, insuffisance de la coordination et de la diffusion de l'alerte, et plus largement, absence de coordination, de partage et de transmission des informations au sein de l'établissement, et vous l'avez parfaitement bien rappelé. Alors donc, pendant plus de 20 ans, le risque de vol d'œuvres, malgré les atteintes répétées récentes au sein de nos musées, de Limoges à Saran, n'a pas donné lieu à une réévaluation des risques, et la sécurité périmétrique du Louvre n'a jamais été traitée comme une priorité. Alors, vous avez répondu sur le déploiement du schéma directeur de sécurité, qui a été engagé depuis 2017, qui est inadapté compte tenu d'ailleurs de l'obsolescence des équipements et de la montée des risques de cambriolage. Pourtant, le schéma directeur, et vous l'avez dit, permettait de commencer, de faire des travaux très rapidement. Ont-ils été faits? Non. Entre 2021 et 2024, ils auraient pu être faits. Pourquoi cette inertie? Et d'ailleurs, la vétusté des PC sécurité que nous avons pu constater d'ailleurs avec mes collègues lorsque nous sommes allés sur place ont clairement empêché toute réactivité. Alors, je tiens, et anticipation bien évidemment. On apprend d'ailleurs que les images filmées des lieux sensibles sont reportées au PC central et au PC de zone, mais n'y sont pas regardées en direct en raison d'un choix volontaire sur l'affichage du mur d'images, les écrans étant insuffisants pour afficher simultanément toutes les caméras. Vous avez rappelé ce zoom qui avait été fait, mais que c'était trop tard. Pouvez-vous préciser pourquoi, et c'est effarant, et je tiens à le redire et je vais résumer mes propos, la représentation nationale n'a-t-elle pas été informée de cet audit de 2019 Van Cleef, alors que Madame Descartes a été auditionnée par nos 2 commissions, à l'Assemblée et au Sénat? Elle affirme n'avoir pas été informée de cet audit. Et pourtant, ce rapport pointait toutes les failles sécuritaires, et notamment la vulnérabilité du balcon de la galerie Apollon, par lequel donc, ont pénétré les cambrioleurs. Oui, je termine. Je voulais juste dire que je trouve ça, là encore, vraiment, consternant. Je n'ai pas de mots de se dire qu'en fait, le tuilage, visiblement, n'a pas été effectué. La passation n'en était pas une, c'était une non-passation entre Madame Descartes et son prédécesseur, qui a mis en danger les joyaux de la couronne. Et je ne reviendrai pas évidemment sur la vidéoprotection extérieure du musée, parce que tout a été dit, mais voilà, j'aimerais avoir des éclairages sur toutes ces questions. Merci à vous encore pour votre franchise, en effet. Merci. Je précise qu'on auditionnera la semaine prochaine Jean-Luc Martinez et Laurence Descartes. Nous les auditionnerons successivement mardi et mercredi. Lord Arcos. Merci, Monsieur le Président. Je vais rester, moi, très sobre, parce que on n'a pas à dire qui doit démissionner. Moi, je pense honnêtement que Laurence Descartes, la présidente actuelle, est plutôt une victime collatérale d'une succession, c'est ce que vous avez dit, messieurs, à plusieurs reprises, en effet, de non-tuilage. On pourrait même peut-être reprendre Monsieur Loiret avec Monsieur Martinez avec Madame Descartes. Et je pense que tout ça, en effet, il a fallu cette crise pour qu'on remette à plat, en fait, ce manque d'information entre ministère du tutelle et surtout au sein de l'établissement. Moi, je voudrais revenir, messieurs, je ne sais pas qui pourra me répondre, sur le fameux rapport Van Cleef. Il m'est apparu dans votre rapport qu'en fait, Monsieur Martinez l'avait encore en main, chez lui.
Donc ça veut dire, est-ce que c'était l'original qu'il avait gardé pour lui? Et il est donc, mais je voudrais vraiment, c'est pas un piège, hein, je voudrais que vous me précisiez, il a fallu aller dans les archives pour retrouver une copie et dont Madame Descartes n'en aurait pas eu connaissance avant ce qui s'est passé. C'est un point pour moi important dans ce que je venais de vous dire sur le non-tuilage, plutôt de la responsabilité de Monsieur Martinez, qui n'aurait pas communiqué ce rapport, à mon avis, important. Dans n'importe quel ministère, on regarde les dossiers un peu chauds et on prévient son successeur. Monique de Marco, pardon. Merci, messieurs. Bon, mais moi, je ne vais pas poser la question subsidiaire, hein, à savoir si des anciens militaires seraient quand même plus compétents pour être surveillants de musée. Ce n'est pas le lieu du débat parce que je m'interroge. Donc, je reviens sur le retard inexpliqué en matière d'investissement de sécurité qui a pris 9 ans pour le lancement des travaux. Mais parallèlement, si j'ai bien compris, vous n'avez pas fait de remarque à ce sujet. Il y a eu un lancement du marché d'architecture sur le Louvre Nouvelle Renaissance et on a appris lors de l'audition qu'en définitive, déjà 4 équipes d'architectes ou 5 avaient été sélectionnées pour ce projet. Avez-vous fait le parallèle? Avez-vous eu connaissance justement du temps qui a dû être passé pour ce marché au détriment du marché sécurité? Et une question sur votre conclusion, pour que vous m'éclairiez. Vous mettez dans la conclusion du rapport: la culture de la vigilance doit se substituer partout et celle de la surveillance orientée vers la gestion des flux des visiteurs. Et ma question est-elle, doit-on continuer, d'après vous, à avoir un objectif de passer de 9 millions de visiteurs à 12 millions de visiteurs? Sonia de la Provoté. Oui, merci, Monsieur le Président. Décidément, nous avions eu pas mal d'auditions et visité à quelques-uns le Louvre avant ce rapport. Et on peut dire qu'il y a un avant et un après rapport, très clairement. D'abord parce que les auditions précédentes n'ont pas été exemptes de révélations, loin de là. On a même découvert un cycliste opportun. Mais désormais, au travers de ce rapport, on a un certain nombre d'éléments qui nous alertent sur à la fois des dysfonctionnements, à la fois des méconnaissances, peut-être du mensonge par omission, on ne sait pas, de la part de tous les interlocuteurs, hein, je précise, que nous avons auditionnés, puisque vous vous retrouvez à nouveau ici à pouvoir nous répondre. Moi, j'ai plusieurs questions. La première, c'est celle du fameux schéma directeur qui serait désormais enfin une réalité. A-t-on un calendrier très précis? A-t-on bien la certitude que tout a été évalué dans les dépenses et les problématiques techniques, hein, parce que 60 km de câble, d'après ce que j'ai compris, j'ai compris que c'était nécessaire, et donc pour le coup, j'avais aussi compris que tout n'était pas prévu dans la façon de les faire passer. Donc, ça veut dire que ça a un coût et c'est un vrai sujet. Donc, est-ce qu'on est opérationnel? Est-ce que les à-côté ont été traités? Parce qu'on voit bien qu'il y a un problème de formation, il y a un problème de ressources humaines, il y a un problème de schéma opérationnel, pas schéma directeur, de schéma opérationnel. C'est-à-dire que de dire par où les voleurs sont rentrés, par exemple, c'est vrai que ça passe par la formation, parce que si on oublie de le dire, c'est pas évident quand même de traiter la question dans l'urgence, les modalités de transmission d'une équipe à l'autre, enfin tous ces sujets-là doivent être traités. Donc est-ce qu'en parallèle, dans ce fameux schéma directeur qui pourra apparaître extrêmement technique, toute l'opérationnalité du sujet est prise en compte dedans? Et puis un autre élément, simplement élément ou remarque, mais je pense qu'il faut aller un peu plus au cinéma, parce que le coup des disqueuses, quand même, enfin, je veux dire, c'est pas une grande révélation de savoir que ça peut être utilisé pour casser une vitrine et permettre d'y rentrer. Et donc, il y a quand même un sujet dans tout ça, c'est qu'on a un problème organisationnel, que probablement il doit y avoir un patron dans toutes ces affaires de sûreté et de sécurité dans les musées, que le ministère, a priori, c'est quand même un petit peu son rôle. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je conçois la fonction régalienne du ministère de la Culture, que ça, ce n'est pas mis en place, donc ça paraît absolument essentiel. Donc, dans votre rapport, vous l'évoquez, je pense qu'il faut être assez ferme sur ce sujet, à moins que la MISA s'empare de cette question et que ça rentre dans ses prérogatives. Mais à un moment
moment, il va falloir trancher la question. Jacques Grosperrin. Merci, Président. Merci à chacun d'entre vous de vos interventions. Moi, je suis un peu sidéré. Je trouve que c'est un peu lunaire parce que on essaie. Alors, vous avez, suite aux questions qui ont été posées par notre président Lafont, expliqué le déroulé. Mais en réalité, on parle peu des responsabilités parce que la Cour des comptes avait bien expliqué il y a un certain nombre d'années tout un ensemble de difficultés et on se rend compte que les choses n'ont pas été prises en main, en tout cas, elles n'ont pas été prises en main. Alors, est-ce que la restructuration ou cette grande rénovation, projet de rénovation du Louvre occupe tellement les esprits qu'elle fait oublier un petit peu le quotidien? Et lorsque vous parlez qu'il n'y a pas de mauvaise volonté, alors c'est peut-être encore pire, ça veut dire peut-être qu'il y a un problème d'incompétence. Moi, je voudrais vous dire simplement, je l'ai dit la dernière fois lorsque la présidente Descartes était là, je lui avais posé la question de la démission, je lui avais posé la question de est-ce qu'elle allait la déposer. Bon, j'ai bien compris que les choses étaient simplement un écran de fumée, mais est-ce que c'est pas dû aussi à un moment donné, je lui poserai la question la semaine prochaine, est-ce que son attitude qu'elle a démontrée lors de la commission n'était pas le même type d'attitude qu'elle a pu avoir avec M. Martinez, qui a fait que le tuilage ne s'est pas exécuté de manière très fluide et très facile. Parce qu'à aucun moment, il y a eu une remise en question, et je crois que c'est un premier problème. Le deuxième problème, je crois qu'il y a un vrai problème de gouvernance. Et si on n'arrive pas, parce qu'on voit bien qu'il y a tout un ensemble de personnes qui ont envie de faire les choses, mais si on n'a pas un patron à la tête de ce grand établissement, je crois qu'on n'y arrivera pas. Alors la question subsidiaire, ça veut dire, est-ce que le patron de ce grand établissement ne doit-il pas être non pas un conservateur ou une conservatrice, mais un manager? Il nous faut un manager. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra avoir le courage de dire les choses, sortir un petit peu du politiquement correct, parce qu'on se rend compte que les conservateurs ne sont pas formés à faire ce type, ou en tout cas avoir ce type de fonction. Je prends juste l'exemple, et je ne vais pas être trop long. On a vu pour Notre-Dame. Notre-Dame a été réhabilitée en peu de temps. Ça a fait polémique à un moment donné, c'était un général, le général Georgelin. On a vu le résultat. Le résultat est là. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, je ne sais pas s'il faut faire appel à un général, mais dans la rénovation du Grand Louvre, c'est quelque chose quand même d'exceptionnel, avec un investissement important. Et moi, je pense que lorsque Agnès Evren parle de démission, je pense qu'à un moment donné, il faudra passer à autre chose. Et il faut que le président ou la future présidente du Louvre soit quelqu'un d'autre, parce qu'il faut à un moment donné responsabiliser les uns et prendre des personnes compétentes. Merci. Merci. Je vous laisser répondre à ces différentes questions. Qui commence, Monsieur Corbin? Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, la question des réserves et des importantes réserves. Clairement, non, nous n'avons pas eu le temps de le faire en 2 semaines. On s'est vraiment, dans un timing un peu complexe, on s'est vraiment concentré sur cette demande qui nous a été faite des conditions et du contexte du vol, mais on n'a pas pu travailler sur les réserves. Sur la question de la perte de mémoire et aussi du rôle du ministère de tutelle, il est clair que ce drame, il implique et il oblige tout le monde, y compris évidemment la tutelle. Vous l'avez, les uns et les autres l'ont rappelé, la ministre est intervenue assez rapidement. Elle a saisi immédiatement l'inspection générale pour lancer un travail d'analyse. Et nous avons des propositions qui, vraiment, d'abord, ce que nous évoquons tout à l'heure, et c'est pour nous une proposition fondamentale, la tutelle doit assurer la responsabilité de cette question de transmission. Parce que c'est un moment de grande fragilité. Il suffit que les deux, ce qui n'arrive jamais évidemment, mais il suffit que le président d'avant et celle ou celui d'après ne s'entendent pas merveilleusement bien pour que ce soit compliqué et qu'il y ait une perte à la fois d'information et de mémoire. Donc le rôle du ministère nous semble extrêmement important. Et ça vaut, et c'est aussi peut-être une des avancées que peut permettre ce drame, ça vaut pour l'ensemble des établissements qui ont un patrimoine à transmettre. Parce que quand on est dans je vais prendre l'exemple d'une école d'architecture, il y a une transmission qui se fait beaucoup sur la pédagogie, sur les équipes, sur quelques problèmes bâtimentaires, mais cette question du patrimoine dans les grands musées, dans les grandes salles de spectacle, elle doit vraiment être au cœur de la transmission et ça fait partie de ce que nous préconisons.
On n'oublie pas que l'établissement public est un établissement qui dispose d'une certaine autonomie, donc il n'appartient pas au ministère de tutelle de connaître l'ensemble des informations. Et alors, pour avoir moi-même travaillé quelques années au Louvre comme directeur financier, j'ai vu qu'il n'était pas très compliqué d'arriver à une tutelle un petit peu asymétrique. C'est-à-dire que quand on a une direction financière avec 50 personnes et qu'on a un chargé de mission en face au ministère, il y a déjà une question hiérarchique, de positionnement, et puis il y a la question de la connaissance. Donc je pense qu'il faut bien cibler, et au lieu de tout savoir, il faut travailler sur les outils. Le contrat d'objectif doit être réévalué, revalorisé, justement dans sa fonction d'outil de dialogue de gestion. Chaque année, les présidents d'établissements publics sont évalués. Ils ont une part variable. Cette part variable, elle est liée à des objectifs. Et il pourrait être intéressant que dans les établissements aussi importants que le Louvre, la question de la sûreté soit un des éléments sur la part variable des dirigeants. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui nous semblent possibles de faire. En tout cas, le ministère de la Culture, que ce soit la Direction générale des patrimoines avec la nouvelle directrice ou le cabinet avec la ministre, ont vraiment immédiatement mandaté et tout fait pour que la responsabilité soit bien partagée. Pour ce qui concerne la question de Van Cleef & Arpels et de la représentation nationale qui n'en était pas informée, c'était Madame Evren. Bon, il se trouve que le choix que nous avons fait, c'est d'annexer l'audit de Van Cleef & Arpels à notre présent rapport. Comme ça, vous en disposez. Nous ne l'avions pas avant, mais nous avons vraiment souhaité, avec le total soutien de la ministre et de son cabinet, travailler vraiment dans la plus grande transparence. Oui. Ah oui, pardon, un point important aussi, ça n'est pas du tout Monsieur Martinez qui a donné l'audit de Van Cleef & Arpels. Monsieur Martinez est arrivé à un entretien avec nous avec l'audit de 2017 et l'audit Van Cleef & Arpels nous a été transmis par le cabinet de Madame Descartes, je crois le 23 octobre, après qu'il a été retrouvé ou redécouvert, je ne sais pas trop. Et par ailleurs, petit point aussi, pour avoir échangé avec l'ancienne secrétaire générale adjointe, l'ancienne administratrice générale adjointe, l'ancien administrateur adjoint, l'ancien directeur, Monsieur Durand, du département des objets d'art, on a bien deux mondes. Il y a d'un côté les vitrines, et de ce côté-là, les préconisations du rapport ont été mises en valeur, enfin mises en œuvre, et il y a d'un autre côté le patrimoine. De ce côté-là, probablement les acteurs, il n'y a pas eu un acteur unique qui a pu faire la synthèse. Mais rassurez-nous, il y a une seule direction. Oui, mais nous préconisons que le comité il existe un comité de sûreté, et ça la présidente vous le dira, qui réunit tout ce monde. Je ne voudrais pas être trop caricatural. Maintenant, peut-être le fait de renforcer ce comité de sûreté avec cette personne qui pourrait arriver avec un rôle hiérarchique en matière de sûreté, ça pourrait être de très bonnes politiques. Sur la question alors je ne sais plus où j'en suis. Oui, nouvelle renaissance. L'augmentation des visiteurs. La question des visiteurs, elle est liée à la jauge. Et on peut saluer le travail qui a été fait par Madame Descartes, dès qu'elle est arrivée, de bloquer une jauge à 30 000 par jour, afin d'éviter les trop importants engorgements, tant pour le confort de visite que, on ne le dira jamais assez, pour le confort des agents de surveillance, des agents postés qui font vivre le musée du Louvre, et que pour la protection des œuvres. Donc c'est déjà le premier point. Et si on augmente la jauge, c'est parce qu'on revoit complètement la circulation. Je parle vraiment sous votre contrôle, mais c'est parce que la circulation des publics est complètement revue. Et on ne peut pas faire grief à Madame Descartes d'avoir pensé une politique justement de limitation du nombre de visiteurs pour le lier au confort. Voilà, j'ai pas d'autre chose. Je regarde quand même parce que j'ai peut-être... Le directeur comprend l'ensemble des aspects, y compris la formation. Oui, tout à fait. Il est le volet sûreté dans l'ensemble du schéma Louvre-Renaissance. Le schéma directeur représente 88 millions d'euros. Mais là encore, je pense que sur la manière dont elle l'a adapté, Madame Descartes pourra vous répondre plus que nous. Je rappelle que notre travail s'est arrêté le 5 novembre. Différemment, la question de Jacques Grosperrin.
Est-ce que, d'après vous, le profil d'un président ou une présidente d'un établissement comme le Louvre doit être revu avec des caractéristiques un peu différentes? Là encore, je vais essayer de vous répondre très franchement. Les bons managers, c'est difficile, parce que manager est extrêmement... Toute chose humaine est très complexe. Mais je ne dirais pas qu'un conservateur ne peut pas être un manager. On a eu des exemples de très grands présidents d'établissements et de présidentes d'établissements. On en a encore. Et dans la formation, et là encore je parle sous le contrôle de mes collègues de gauche, dans la formation de l'Institut national du patrimoine, le management occupe une place très importante. En revanche, je ne sais pas comment, mais prévoir que lors de chaque recrutement d'une personne qui va encadrer à la fois une équipe très importante, prendre des décisions et incarner un lieu qui est un peu distendu dans ses composantes, ces compétences-là, qui sont des compétences managériales et de leadership, doivent être vraiment bien évaluées. Moi, j'avais deux dernières questions à vous poser. Vous avez parlé de ce responsable sécurité avec la cellule sécurité. Le poste a enfin été décidé suite au cambriolage du 19 octobre. Je précise que c'était la première préconisation de l'audit remis début 2017. Donc il a fallu 8 ans, un cambriolage spectaculaire pour créer ce poste. On n'est pas sur une problématique budgétaire, on n'est pas sur un problème d'appel d'offres. Et pourtant, entre-temps, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu la préparation des Jeux Olympiques et puis le schéma directeur. Qu'est-ce qui, d'après vous, explique cette difficulté de créer un poste qui chapeaute, comme vous l'avez bien expliqué, les différentes directions sur l'aspect de la sécurité? Président, oui, en question complémentaire, et quel est son positionnement dans l'organigramme? Alors, j'ai pas encore l'information sur et nous ne l'avons pas, peut-être vous l'avez, sur le positionnement de ce responsable sûreté. Il est directement sous la direction. Il est directement, mais est-ce qu'il a autorité hiérarchique? Je ne sais pas sur les autres. Non, fonctionnel. Fonctionnel, autorité fonctionnelle. Ouais. Moi, clairement, j'ai pas réellement d'informations, si ce n'est la complexité de ce lieu qu'est le musée du Louvre, de cette institution, et probablement d'une présence plus évidente de ce qui a trait aux œuvres, à la visite, et que la question de la sûreté, on ne l'a pas vue incarnée suffisamment. Et donc, nos préconisations sont vraiment de celle-ci, mais probablement, il n'y avait pas une suffisante mise en lumière de l'indispensable à ce qu'il y ait une personne en charge de ça. Et cette question aussi d'incarner, de regrouper et d'éviter le morcellement. On a encore un peu beaucoup. Oui. Oui. Il n'y a pas de difficulté à créer un poste, il ne faut pas attendre 8 ans si on veut le créer. Simplement, c'est le reflet d'un constat plus général qu'on a fait, qui est celui d'une prise en compte très insuffisante des problématiques de sûreté. Et en particulier, on a, parmi les dysfonctionnements, on a fait le constat d'une double sous-estimation. D'abord, la sous-estimation du risque de vol d'œuvres, et puis ensuite la sous-estimation de la vulnérabilité de l'établissement, qui pourtant avait été pointée par certains audits. On en a suffisamment parlé ce matin. Donc c'est plutôt comme ça, je pense, qu'on peut vous répondre, plutôt que d'imaginer qu'il faut 8 ans quand on veut créer un poste. Alors depuis, voilà, visiblement, le besoin a été identifié et la création du poste a été estimée urgente par la nouvelle direction. Ma question, à vrai dire, pour être plus direct, avait une autre arrière-pensée. Est-ce que c'est si difficile que ça d'imposer aux directions du Louvre une entité qui va chapeauter toutes les questions de sécurité? Ça, c'est la question des villages et des territoires. Là encore, je fais appel à ma mémoire pendant 4 ans. Ça nécessite une très forte incarnation, c'est-à-dire ça nécessite de faire passer le projet global et la mission pour ce projet global avant les territoires de chacun. On l'a dit, la question de la sécurité, de la sûreté, elle est morcelée aujourd'hui entre plusieurs directions.
Je crois que la solution n'est pas encore trouvée. Est-ce qu'il faut une direction qui regroupe tout le monde? Est-ce qu'il faut une autorité fonctionnelle? Peut-être qu'aujourd'hui, ça va être moins difficile qu'hier d'imposer ce positionnement d'un responsable de la sûreté. Parce qu'on a vu le drame et les agents, enfin, je le redis parce qu'on en a été frappé, les agents du Louvre vivent terriblement mal, tous d'ailleurs, quels qu'ils soient, de la présidente à toutes les personnes qui travaillent dans ce lieu, sont complètement traumatisés. Donc je pense que c'est vraiment le moment d'agir. Drexler voudrait revenir sur une question. Oui, en fait, j'aimerais savoir si vous avez eu vent justement d'une possible modification de la règle statutaire qui prévoit l'affectation de 20% au moins des recettes de billetterie aux acquisitions sur une utilisation de ces fonds au profit des équipements de sûreté du Louvre. C'est une proposition que nous faisons dans le rapport, et je pense aussi, sous votre contrôle, c'est une proposition faite par le musée du Louvre lui-même à l'occasion de l'augmentation de la tarification pour les personnes non résidentes, qui va engager une augmentation de plusieurs millions, si ce n'est plus d'euros de recettes. Et alors là, on arriverait avec un pourcentage d'acquisition qui est vraiment extrêmement important. Je ne sais pas si tu peux compléter. J'ai pas de chiffres pour compléter, mais par contre, par rapport à une question qui a été posée tout à l'heure sur le nombre d'écrans par rapport au nombre de caméras, donner la parole à Guy Tubiana. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, au niveau des caméras, il est évident, mais c'est partout pareil, il y a évidemment toujours, en général, plus de caméras que d'écrans. C'est logique. Après, toute la question, c'est un problème d'obsolescence du système. C'est-à-dire que là, on l'a vu avec la caméra qui était en extérieur, elle était raccordée au PC, mais si vous voulez, il a fallu qu'ils aillent la chercher. Donc voilà, la question, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut revoir l'ensemble du système, notamment ce qui est prévu par le schéma directeur. Ce qu'on avait pu effectivement constater sur place, et ce qui explique, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois, M. Corbin ou M. Mignoret, qu'il a fallu pratiquement 5 minutes pour utiliser l'image qui pourtant existait, parce qu'il y a une activation manuelle, comme vous le dites. Il y a une petite chose qu'on a, une petite confusion. Enfin, vous dites que les images étaient parfaitement visibles, enfin de qualité correcte. De qualité, c'était neigeux, de qualité pas bonne, mais Bertrand les a vus. Et parce que la directrice de la sûreté, elle dit au contraire, si on a bien lu le rapport, que l'image était floue. Non, on l'a vu, enfin, on est plusieurs à l'avoir vu, effectivement, les images, puisque la caméra a enregistré, les images sont enregistrées, et donc on a pu les visionner. On les voit assez lointains, parce qu'il n'y a pas encore de zoom, mais on distingue quand même le fait qu'un camion et une nacelle soient posés en bordure du Louvre et avec une échelle qui monte. Avec le zoom, on a tous les détails après, hein, on voit vraiment les choses, quoi. Monsieur Anselem voulait rajouter quelque chose? Oui, peut-être parce que on n'a pas répondu au moins à l'une des questions qui était et la tutelle dans tout ça. Alors évidemment, d'un côté opérationnel, voilà, la question. on n'exonère pas du tout la tutelle de ses responsabilités, et dans les recommandations que nous faisons, il y en a plusieurs qui la concernent. Noël l'a dit, intégrer la problématique de sûreté à ce qu'on appelle le dialogue de gestion et le dialogue de tutelle. Ça veut dire très concrètement faire figurer et inscrire la sûreté dans la lettre de mission, dans la lettre d'objectif, éventuellement dans la part variable de rémunération du président, de la présidente. Ça veut dire une section spécifique du contrat d'objectif. Ça veut dire un point régulier. Donc tout ça, c'est proposé. Puis par ailleurs, on demande clairement l'appui de la tutelle pour pouvoir financer l'accélération du déploiement du schéma directeur. Donc il y a deux choses qu'on propose. La première, c'est effectivement de mobiliser une partie des 20% qui actuellement sont réservés dans le décret statutaire aux seules acquisitions. Donc là, il faudra que c'est la tutelle qui va initier éventuellement une modification du décret. C'est pas l'établissement tout seul. Et puis, on propose aussi de mobiliser une partie des produits de la licence de marque Abu Dhabi. Donc tout ça, c'est des recommandations que nous adressons aussi à la tutelle. Max Brisson. Je voudrais revenir sur l'épisode de la caméra 402, je crois, qui donc était déclarée neigeuse, et donc les images n'étaient pas exploitables par la directrice de la sûreté. Si cela avait été différent, est-ce que l'issue aurait été différente? Et deuxièmement, alors j'ai bien lu la lettre de cadrage, la lettre de mission de la ministre, et vous n'étiez pas explicitement indiqué
de la nécessité d'établir une chaîne de responsabilité, mais en l'occurrence, est-ce qu'il y a une responsabilité particulière de la directrice de la sûreté? C'est difficile de répondre très précisément. Je crois qu'il y a une responsabilité de chacun à sa place. Et la direction, qui ne s'appelle d'ailleurs pas direction de la sûreté, mais qui s'appelle direction de l'accueil des publics et de la surveillance, peut-être est-ce que ça traduit aussi la conception qu'on a de la prise en compte de la sûreté, qui n'est pas assez suffisante. Sur la caméra dite 402, il est clair que nous l'avons visionnée et on est d'accord avec elle sur le point qu'elle n'est pas claire. Notre petite différence, c'est en fait qu'il nous semble possible de définir et de deviner qu'il y a nacelle et en train de monter. Moi, j'irai pas plus loin sur la responsabilité, parce que l'objectif de cette mission n'était pas de chercher ou de trouver les responsabilités de telle ou telle personne, mais plutôt de regarder quel a été l'enchaînement, les manques, l'enchaînement des faits. Et c'est ce fait de ne pas nous axer sur les responsabilités des uns et des autres qui nous a permis de travailler très librement. Tu veux ajouter un mot? Juste une chose, mais peut-être à Heidi, on ajoutera aussi sur la caméra. C'est vrai que cette caméra n'est pas projetée sur écran parce qu'on est à une heure d'accueil de public, d'ouverture, et donc les caméras se concentrent sur, ce que regardent les agents en PC se concentrent sur les accès publics et sur les flux. C'est bien normal, c'est la priorité, dans la mesure où ils n'ont pas la capacité de tout voir, et puis il n'y a pas d'hypervision qui peut permettre. Mais le fait que cette caméra soit activée tardivement et que donc l'information aux forces de l'ordre n'est pas donnée, que le point d'intrusion, il est sur le quai, on a parlé des 30 secondes qui sont perdues, là il se passe 4 minutes, je pense qu'effectivement ça peut changer le mode d'intervention de la police. Oui, je voudrais rajouter, la caméra, effectivement, elle était exploitable, donc c'est un problème de transfert. Simplement, sur la directrice de la sécurité, elle est directrice de l'accueil et de la surveillance, et c'est là tout le problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout le problème du Louvre, c'est un problème, en fait, elle n'est pas directrice de la sûreté. Et voilà où le bas blesse, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on cherche absolument à ce qu'il y ait quelqu'un qui supervise l'ensemble, parce qu'en fait, tout vient de là. Il n'y a pas de directeur de la sûreté au Louvre. Non, il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a aucune coordination, c'est-à-dire que la directrice de la surveillance, de l'accueil de la surveillance s'occupe de l'accueil de la surveillance. Mais par exemple, quand il s'agissait de voir dans la salle Apollon les problèmes de sûreté pure, notamment l'extérieur, c'était pas son rôle. Et donc c'est un autre service. Donc si vous voulez, c'est ce problème aussi qui est en jeu. Sonia de la Provoté a fait une allusion, mais plus sous forme de boutade, aux cyclistes, qui nous a été mentionné par le préfet de police ici même. Vous ne le mentionnez pas dans votre rapport. Au-delà de la boutade, c'est important parce que est-ce qu'il existe ou pas, et surtout surtout sur les procédures. Parce que, comme vous dites, vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, tout ça se joue à 30 secondes près. À 30 secondes près, les joyaux auraient pu être récupérés. Et vous l'écrivez précisément dans le rapport que les forces de police ne savaient pas exactement où intervenir, puisque dans la transmission des informations qui leur a été données, soit par le PC qui a appelé la mairie du 1er arrondissement ou a appuyé sur le bouton Ramsès, soit les agents de sécurité parce qu'ils entendaient dans les circuits internes, personne n'avait précisé que c'était un vol par intrusion à partir du quai François Mitterrand, et du coup la police se rendait sur le carrousel et ils ont croisé par hasard, mais sans savoir que c'était eux, les cambrioleurs qui partaient en moto. Est-ce qu'il y a bien eu un appel d'un cycliste, et qui, dans la procédure, qui a fait arriver en premier les policiers sur site? Est-ce que c'est le cycliste ou est-ce que c'est la procédure ordinaire, Ramsès, mairie du 1er arrondissement? Non, nous, on a visionné effectivement l'ensemble des images des caméras de vidéosurveillance interne et externe. Donc, il n'y en a qu'une qui couvrait, comme vous le savez, qu'une partie d'ailleurs du bâtiment. En tout cas, elle ne couvrait pas le parapet, mais on voyait très clairement les opérations sur le trottoir. Donc, on a vu les 2 scooters. On a vu ensuite le camion avec la nacelle, on a vu les plots de chantier, on a vu les gens sortir avec des vêtements gilets orange et gilets jaunes. On n'a pas vu de cyclistes.
Après, est-ce que ça veut dire qu'il existait ou pas? Moi, j'en sais rien, mais on l'a pas vu sur les images, sur les 5 minutes qu'on a visionnées attentivement en faisant le décompte à la seconde près. Non, on l'a pas auditionné, effectivement. On n'a Et pas pas eu auditionner le connaissance. cycliste. Mais je pense que les forces de l'ordre, oui. Mais dans la chronologie, il semble que l'appel au commissariat du premier, puisqu'ils ont une ligne dédiée, indépendamment de Ramsès, soit intervenu très vite, hein, dès l'alerte sur l'effraction de la fenêtre et l'entrée dans la galerie. Donc certainement, cet appel a eu lieu avant qu'un cycliste passe et lui appelle le 17 pour signaler quelque chose. Soyez de la Provoté, peut-être dernière question. Juste un petit complément, c'est réfléchir au rôle de la MISA, à ses fonctions et comment les choses s'intercalent. Parce que pas d'auto-saisine ou si peu, des visites, oui, mais pas tout le temps et pas partout et pas tant que ça. Enfin, je veux dire, il y a un vrai sujet, quoi. Il faut qu'entre le ministère et la MISA, il y ait une espèce de feuille de route commune qui permette d'avoir une stratégie commune, quel que soit le musée concerné en France. C'est bien ce que nous souhaitons mettre en œuvre à partir des travaux du groupe de travail dont j'ai parlé tout à l'heure, avec une saisine automatique sur l'ensemble des musées nationaux, bien évidemment, mais aussi sur les musées territoriaux qui possèdent un certain nombre d'œuvres appartenant à l'État et sur toutes les demandes qui pourront nous être faites. Mais une sorte d'effet bénéfique, entre guillemets, du vol du Louvre, c'est que l'on est assailli de demandes sur lesquelles on répond dans l'urgence, parce que je pense qu'il y a une vraie prise de conscience au niveau national de cette thématique de la sûreté. Dernière question à vous poser peut-être. Et la MISA, pardon, je complète. À la demande de Madame Rachida Dati, la MISA va être renforcée pour ses missions. J'avais une dernière question à vous poser, peut-être un peu plus personnelle, mais vous êtes tous des spécialistes des musées. Vous y avez consacré, pour la plupart d'entre vous, votre carrière. Est-ce que, en réalisant cette mission au Louvre, vous avez été surpris de ce que vous avez vu? Oui, très sincèrement, oui, et très sincèrement, mes collègues pourront dire ce qu'ils ont ressenti, profondément surpris. C'est, comme on dit en anglais, too big to fail. C'est tellement immense, gigantesque, le Louvre. Je ne rappelle pas les mètres carrés, etc. C'est un lieu iconique qu'on ne pense pas qu'il puisse être aussi fragile. Et je pense que ça fait aussi partie de la manière de prendre soin des lieux qui sont remis en dotation au ministère de la Culture. Ils sont fragiles. C'est pas parce qu'ils sont mondialement connus, qu'ils ont des dizaines de millions de visiteurs sur plusieurs années. Donc moi, j'ai découvert je le connaissais pas comme ça, le Louvre, et j'ai découvert aussi un enchaînement de fragilité. Et le fait que le projet ou l'objectif ne soit pas cardinal, l'objectif de sûreté, à ce moment-là, chacun fait ce qu'il peut, mais chacun pédale dans sa roue, et ça fait parfois des belles catastrophes. Voilà, très, très humainement, très simplement, ce que je peux vous dire. Question, Monsieur Tubiana. Je rejoins tout à fait Monsieur Noël Corbin. Moi, j'ai été stupéfait. Ça fait 16 ans que je travaille pour la sécurisation des musées. Vous m'auriez demandé, avant ces faits, est-ce que le Louvre est protégé? Je vous aurais dit évidemment. Et oui, nous avons été extrêmement surpris, évidemment. C'est-à-dire que ce sont, comme dit Noël, des dysfonctionnements successifs qui amènent la catastrophe. Mais j'aurais jamais pensé que le Louvre puisse avoir tellement de dysfonctionnements. Effectivement. Merci. Je précise que vous êtes commandant de police. Je suis commandant de police et je suis expert conseiller de sûreté du Musée de France, donc depuis 16 ans, au ministère de la Culture. Merci. Si vous voulez répondre également, non. Merci, messieurs, de tous ces compléments d'informations qui ont beaucoup éclairé notre commission. Et donc, nous poursuivons la semaine prochaine nos auditions avec Jean-Luc Martinez et Laurence Descartes. Merci. Voilà donc pour la présentation des résultats de l'enquête administrative concernant le casse du Louvre. La conclusion de l'enquête est d'une grande sévérité. Le constat est implacable. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots du président de la commission de la culture, le sénateur Laurent Lafont. L'enquête pointe une défaillance générale du musée et de ses responsables. Ce n'est pas un échec
fortuit, a dit l'un des responsables auditionnés. 3 défaillances ont été constatées, des défaillances à 3 niveaux, en tout cas des défaillances au niveau du dispositif de sécurité, des défaillances au niveau de la gouvernance ou encore des défaillances techniques, notamment au niveau des équipements jugés trop vétustes. Le rapport qui appelle à une refondation du dispositif de sécurité du Louvre. C'est un sujet dont on reparlera bien évidemment sur Public Sénat, d'autant plus que des auditions vont maintenant se poursuivre. Laurence Descartes, la patronne du Louvre, sera auditionnée la semaine prochaine. Elle sera entendue par les sénateurs, des sénateurs qui l'avaient déjà auditionnée. Écoutez, c'était au mois d'octobre. Je souhaiterais avant toute chose vous remercier de m'avoir convié aujourd'hui au sein de cette commission afin de m'exprimer sur le vol brutal qui a eu lieu au musée du Louvre le dimanche 19 octobre 2025 au matin. Ce drame a profondément choqué les agents du musée du Louvre. Il a profondément choqué nos concitoyens. Il a profondément choqué toutes celles et tous ceux qui aiment le Louvre et admirent nos collections bien au-delà de nos frontières. Leur émotion est à la hauteur de ce que représente le patrimoine insigne qui nous a été dérobé. Le Louvre est le musée de tous les Français. Les collections qui nous sont confiées sont des collections nationales. Notre musée porte aussi à travers le monde l'image de la France. Il est l'écrin de notre histoire et le symbole de nos valeurs. Les nombreux messages de solidarité et de soutien reçus du monde entier témoignent de cet écho international. Je veux les en remercier. Mesdames et messieurs, je prends pour la première fois la parole depuis les faits qui se sont produits il y a un peu plus de 3 jours. Depuis lors, j'ai fait face à toutes mes responsabilités. J'ai vu mon nom jeté en pâture, j'ai vu des articles de presse malveillants se diffuser et de fausses informations prospérer. Je tiens à souligner que ces attaques ont aussi visé Madame Dominique Buffin, directrice de l'accueil du public et de la surveillance, présente ici à mes côtés. À travers nous, c'est bien évidemment le Louvre et ses agents que l'on dénigre. Rien de cela ne m'a étonné, mais rien de cela ne m'a détourné de ma mission. Je veux donc aujourd'hui rétablir quelques vérités puisque vous m'en donnez l'opportunité. Depuis dimanche dernier, j'ai été présente aux côtés des 2300 agents du musée du Louvre. Comme eux, profondément bouleversés par cette agression brutale. Comme eux, déterminés à rouvrir dans les meilleures conditions possibles les portes du plus grand musée du monde. C'est chose faite depuis ce matin. Cette ouverture était attendue de nos publics, elle est notre raison d'être. Les musées ne sont pas et ne seront jamais des forteresses, ils sont par nature ouverts. Ils sont des lieux de découverte, d'apprentissage et de plaisir. Le musée du Louvre accueille 9 millions de visiteurs par an. Cette complexité est au cœur de notre travail. Notre mission première est de protéger le patrimoine culturel commun dont nous avons la charge, tout en le partageant avec le plus grand nombre. L'attaque de dimanche nous rappelle douloureusement que la violence criminelle ne s'arrête pas à nos murs. Le Louvre, comme bien d'autres musées sur notre territoire et dans le monde entier, n'est pas préservé de la brutalisation croissante de nos sociétés. Dimanche s'est produit ce que tous les professionnels des musées redoutent, matin, midi et soir, le vol des œuvres dont nous assurons la protection. Je veux ici rendre hommage au professionnalisme et à l'engagement sans faille des équipes du musée du Louvre qui travaillent dans des conditions difficiles au quotidien, particulièrement en ces moments éprouvants. C'est une blessure immense qui nous a été infligée, je la vis profondément, en tant que présidente directrice du musée du Louvre, en tant que conservatrice générale du patrimoine, en tant que citoyenne. Je souhaite exprimer ma reconnaissance à la représentation nationale qui m'autorise aujourd'hui d'abord à apporter des éclairages objectifs et fondés sur la sûreté des collections que le Louvre abrite, ensuite à rendre compte des éléments factuels que nous connaissons à ce stade sur le vol de dimanche, enfin à présenter les mesures qui pourront être adoptées dès aujourd'hui et sur le temps plus long pour prémunir le Louvre contre de futures agressions. En premier lieu, je vais apporter des éclairages objectifs et fondés sur la sûreté des collections que le Louvre abrite. Par sa violence, ce vol blesse notre institution dans sa mission la plus profonde. Croyez-le bien, il ne s'agit nullement pour moi de me dérober ou d'adopter une position de déni. Malgré nos efforts, malgré notre travail acharné au quotidien, nous avons été mis en échec. 8 objets d'une valeur patrimoniale immense, témoins de l'histoire de notre pays, conservés dans le cœur historique du Palais du Louvre, nous ont été arrachés. Une enquête confiée à la police judiciaire sous l'autorité du parquet de Paris est en cours. Elle permettra d'éclairer toutes les circonstances du vol. Je ne veux toutefois pas laisser penser que ce vol est une fatalité. Je n'ai cessé, depuis ma prise de fonction en septembre 2021, d'attirer l'attention de notre tutelle, de la représentation nationale et des médias sur l'état de dégradation et d'obsolescence générale du Louvre, ses bâtiments et ses infrastructures.
Le 30 avril 2024, devant la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, je prononçais ces phrases. Pourtant, les chantiers de restauration que nous portons depuis 2 ans et les réformes que nous menons pour redonner le goût du Louvre à nos visiteurs ne peuvent à elles seules pallier les difficultés structurelles de l'établissement. Le geste fondateur du Grand Louvre a fait oublier les besoins structurels d'un palais qui est aussi un musée, d'un musée qui est aussi un palais, dont des pans entiers n'ont pas été touchés par les travaux des années 80. En résulte aujourd'hui une multiplication d'avaries dans les espaces du musée, l'obsolescence de nos équipements techniques et l'inadaptation de nos bâtiments face aux effets du changement climatique. Tels étaient mes propos, ils sont hélas d'une brûlante actualité. Le Louvre est non seulement le musée le plus fréquenté du monde, il est aussi un monument historique immensément vaste. Il compte 244 000 mètres carrés de plancher, 86 000 mètres carrés d'espace muséographique, 37 hectares de domaines, 33 000 œuvres sont présentées dans les salles. Y mener des travaux de rénovation implique donc nécessairement de s'engager sur la longue durée, en ne fermant que certains secteurs du musée, étape par étape. Il ne serait pas concevable de fermer le Louvre au public. Ces travaux requièrent un temps considérable d'analyse et de diagnostic. Ils sont soumis aux procédures complexes et lentes des marchés publics. Vous, législateurs, le savez mieux que personne. Ces transformations doivent être anticipées, programmées. Elles se déroulent nécessairement sur plusieurs années. J'en viens à présent au schéma directeur des équipements de sûreté. Face à la situation préoccupante des installations de sûreté du musée que j'ai découverte plusieurs mois après mon arrivée, j'ai accéléré l'élaboration d'un schéma directeur de modernisation des équipements de sûreté. Ce plan couvre tous les domaines de la sûreté. Postes de contrôle dotés d'équipements modernes, dispositifs informatiques en réseau, renforcement de la vidéoprotection, contrôle anti-intrusion, système de badge. De 2022 à 2024, les études ont été menées par la maîtrise d'œuvre spécialisée pour effectuer un diagnostic complet de l'état de nos équipements et définir le programme de travaux. Les marchés ont été lancés à la fin de l'année 2024 pour des travaux qui débuteront au premier semestre 2026. Ils se poursuivront à minima jusqu'en 2033. Ce schéma directeur des équipements de sûreté est évalué à hauteur de 80 millions d'euros. Il s'intègre dans le plan Nouvelle Renaissance annoncé par le Président de la République le 28 janvier dernier. Je veux ici remercier le Président de la République et la Ministre de la Culture. Sans leur soutien, sans leur lucidité sur l'état du Louvre, rien ne serait aujourd'hui lancé. Le montant très important de ce plan illustre l'importance de la marche technique que nous avons à franchir. Cependant, au regard de l'urgence et des délais inhérents à de tels plans, j'ai demandé que des mesures rapides soient mises en place. Ainsi, depuis 2022, tous les projets de rénovation de salles ou de changement muséographique s'accompagnent de manière systématique d'une reprise des dispositifs de sûreté, notamment en ce qui concerne l'extension de la vidéoprotection. À titre d'exemple, l'exposition Naples à Paris en 2023, qui accueillait les chefs-d'œuvre du musée de Capodimonte, donc en 2023, dans la grande galerie du musée, cette exposition a été l'occasion d'étendre le réseau de caméras numériques dans cet espace iconique du musée, qui en disposait en nombre insuffisant. À ce sujet, les fuites organisées sur le rapport provisoire de la Cour des comptes constituent une grave mise en danger pour la sécurité du musée. Ces éléments avaient été remis en main propre à l'équipe de la Cour sous pli cacheté. Nous avions alerté la Cour sur le risque majeur que faisait courir au Louvre l'inscription de ces éléments dans le rapport provisoire. Je déplore que ces éléments soient sortis. Concernant la sécurisation du domaine du Louvre et des Tuileries, j'ai également poursuivi la sécurisation périmétrique du bâtiment et de ses abords en finalisant en 2022 la pose de nouvelles grilles autour du domaine sur les accès qui en étaient dépourvus. En ce qui concerne les grilles existantes, toutes classées monuments historiques, un programme de restauration est en cours depuis cette année et s'achèvera au printemps 2026. J'ai demandé à ce qu'il soit complété par des dispositifs anti-béliers, conformément aux préconisations de la préfecture de police, dont le rapport m'a été remis en décembre 2023. Le premier de ces équipements est en cours de pose en ce moment même. Concernant à présent l'amélioration de notre organisation et de nos procédures, la sûreté du musée s'appuie sur des équipements, mais ces moyens ne suffisent pas sans des équipes formées et des procédures bien appliquées. Sur ce sujet, au cours des 10 dernières années, le musée a connu une baisse de ses effectifs de surveillance et de sûreté. Sous ma présidence, ces effectifs n'ont pas baissé. Depuis 2022, ils ont même progressé de 5,5% grâce au recrutement direct permis par le ministère de la Culture. Concernant les procédures, je pense qu'il est toujours nécessaire de bénéficier d'une expertise extérieure pour analyser nos méthodes de travail. Au début de cette année, j'ai demandé à la préfecture de police de mener une étude sur notre organisation de la sûreté de nuit. Le rapport a été rendu cet été et nous allons en appliquer les recommandations.
Laissez-moi à présent vous rendre compte des éléments factuels que nous connaissons à ce stade sur le vol de dimanche. Avant de vous exposer le déroulé des événements tels que nous le connaissons, je veux saluer les équipes du musée du Louvre et particulièrement les agents de la direction de l'accueil du public et de la surveillance et les agents de contrôle qui ont participé à l'évacuation du public. Nos agents, je le rappelle, ne sont pas armés. 4 d'entre eux étaient présents au moment des faits dans la galerie d'Apollon. Ils ont suivi avec réactivité, exactitude et sang-froid le protocole de sécurité, alerté les services de police, sécurisé le périmètre et évacué dans le calme les visiteurs qui étaient présents dans les salles du musée. Grâce à leur professionnalisme, personne n'a été blessé. Dans ce cauchemar, aucune vie humaine n'a été touchée. Je veux aussi saluer l'intervention des agents de notre prestataire Securitas, qui ont poursuivi aux côtés des agents du Louvre les malfaiteurs aux abords du musée. J'ai également une pensée pour le département des objets d'art, si douloureusement touché par ce vol, ainsi que pour tous les conservateurs du Louvre. Notre musée est un collectif, et c'est en tant que collectif qu'il fait face aux événements de dimanche. Voici donc le déroulé des faits. Je vous le partage ici avec la plus grande transparence. Le dimanche 19 octobre 2025 à 9h30, un camion nacelle se positionne aux abords immédiats du musée du Louvre, quai François Mitterrand. Ce véhicule prend place sur le trottoir. Des individus munis de gilets de chantier l'entourent de plots de signalisation simulant une opération de maintenance. À l'aide de cette nacelle, ils se hissent jusqu'au balcon de la galerie d'Apollon et procèdent à l'effraction de la porte-fenêtre. Il est 9h34. Le détecteur d'alarme positionné sur la porte se déclenche aussitôt et transmet un signal au poste de sécurité. Alors que les voleurs pénètrent dans la galerie d'Apollon par l'ouverture créée par la vitre, un agent posté en salle lance un appel radio au poste de commandement pour signaler l'intrusion. Il est 9h35. L'évacuation de la salle est lancée. Les alarmes des 2 vitrines de la galerie d'Apollon se déclenchent. Attaqué avec une disqueuse, le verre de ces 2 vitrines de haute sécurité ne s'est pas brisé ni délité. À l'aide de leurs instruments lourds, les malfaiteurs ont créé des brèches au travers desquelles ils ont pu passer leurs mains. À 9h35 et 33 secondes, le chef d'exploitation du musée appelle le commissariat du 1er arrondissement pour signaler qu'un vol est en cours au musée du Louvre et demande l'intervention immédiate des forces de police. À 9h36, le bouton télésécurité police, appelé dispositif Ramsès, est activé depuis le PC central par un chef d'équipe. Il est relié à la préfecture de police. Là encore, le protocole de sécurité est suivi à la lettre. À 9h37, un message demandant la fermeture des portes publiques et des portes réservées au personnel est diffusé. À 9h38, moins de 4 minutes après le déclenchement de la première alarme, les voleurs quittent la scène du crime par la même fenêtre de la galerie d'Apollon. Ils emportent avec eux 9 pièces issues des collections du département des objets d'art du musée. Aux abords du musée, les équipes de surveillance mettent en fuite les criminels, les empêchant de mettre le feu à leur véhicule. Dans la précipitation, les malfaiteurs laissent derrière eux la couronne de l'impératrice Eugénie, retrouvée endommagée. Elle a été analysée par le département des objets d'art, j'y reviendrai si vous le souhaitez. Voici donc les faits bruts, détaillés le plus précisément possible. Maintenant, il nous en faut tirer les conclusions avec justesse et objectivité. Je remercie le président de la République qui a demandé ce matin, en Conseil des ministres, une accélération des mesures de sécurisation du musée du Louvre. Je remercie la ministre de la Culture et le ministre de l'Intérieur pour leur soutien. Je vais à présent vous présenter les premières mesures qui pourront être prises dès aujourd'hui et sur le temps plus long pour prémunir le musée du Louvre contre de futures agressions. Elles seront mises en œuvre en coopération étroite voilà avec donc le pour cette ministère audition de Laurence Descartes, la patronne du Louvre, qui était entendue au mois d'octobre. Les auditions au Sénat vont se poursuivre autour du CAS du Louvre. La patronne du Louvre, Laurence Descartes, qui sera à nouveau auditionnée. Ce sera la semaine prochaine, le 17 décembre, par le Sénat. C'est une audition qu'on suivra bien évidemment sur Public Sénat. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. La formation politique continue sur notre antenne.